Donc on va effectivement parler de Mars, on va partir dans le système solaire, donc on était tout à l'heure dans les étoiles, avec la voûte, le ciel étoilé ici. On va partir dans le système solaire et on va s'intéresser aujourd'hui au zoom sur Mars, donc la planète rouge qui est ici, qui est, alors peut-être, bon, Mercure, Vénus, je rappelle, hein, la Terre avec la Lune, et puis Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui sont les 8 planètes. Voilà, donc on est avec Mars, on est à 1,5 unités astronomiques, c'est-à-dire 1,5 fois la distance de la Terre au Soleil. Hein. Donc c'est notre voisine toute proche, qui intéresse plein de gens sur pas mal de domaines. On va parler un peu de l'exploration de cette planète, notamment avec un certain nombre de sondes qui ont été envoyées. C'est la planète d'ailleurs qui a été la plus explorée, je dirais, du système solaire jusqu'à présent. La représentation qui est là, c'est simplement pour rappeler vous dire que Mars a toujours inspiré, a toujours étonné et a toujours été une énigme pour plein de raisons. Et en tout cas, ça a toujours été la déesse ou le dieu. Là, c'est Nergal, donc c'est en Mésopotamie, 2500 avant Jésus-Christ. Donc c'est la planète Mars qui représentait le dieu des enfers, des épidémies, de la destruction. Hein. Voilà. D'ailleurs, ce bas-relief qui se trouvait en Irak, à Mossoul, a été détruit par Daesh quand il y a eu l'invasion de Mossoul, donc il n'existe plus. Mais n'empêche que c'est donc ce dieu Nergal. Ensuite, les Grecs et les Romains ont continué. Mars, c'est le dieu de la guerre, de la jeunesse, mais aussi de la violence dans l'histoire de... Donc voilà, c'est quelque chose, c'est un astre qui a toujours intéressé tout le monde et qu'on voit rouge. Alors quand on dit que la planète est rouge, oui, elle est un peu rouge rosé, mais enfin c'est pas un rouge non plus qui saute aux yeux. N'empêche que les Égyptiens ont considéré que c'était un objet errant, ils le regardaient avec soin, ils ont vu que c'était un objet qui se déplaçait par rapport au fond des étoiles. À Babylone, c'était donc la divinité Nergal, il était associé à des tas de calculs, de prévisions diverses et variées. 1000 ans avant Jésus-Christ, les Chinois se sont aperçus que Mars variait en termes de taille. Hein, c'est un constat qu'ils n'avaient pas expliqué, évidemment. Du temps des Grecs, on avait des modèles géocentriques, hein, l'univers tournait autour de la Terre, et le dieu, c'était Arès chez les Grecs et Mars chez les Romains. Et on a toujours été perturbé pendant très longtemps par ce mouvement un peu étrange, ce que les astronomes amateurs, je suppose qu'il y en a ici, connaissent avec ce qu'on appelle la rétrogradation de Mars. Hein. Tous les 2 ans, si vous suivez la trajectoire de Mars, d'un soir à l'autre, vous apercevez qu'il y a un moment où Mars fait carrément demi-tour. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de boucle que vous voyez ici, il y a une vingtaine de degrés dans le ciel, et pendant quelques mois, tous les 2 ans, Mars se met à faire demi-tour avant de repartir. Donc cette rétrogradation a toujours été quelque chose de mystérieux. Et donc voilà, c'était aussi le dieu de la guerre et le dieu du désordre, parce que ça ne se passait pas... voilà. Alors ça, c'est une carte qui a été faite, un dessin qui a été fait par Kepler, 1609, qui montre en fait, quand on observe Mars, l'idée qu'on se fait de sa trajectoire. Vous voyez, avec ces petites boucles, en fait c'est exactement ça, mais bon, c'est Kepler qui avait fait le dessin. C'est le mouvement apparent de Mars, de 1580 à 1596, dessiné par Kepler. L'attitude, la compréhension de ce phénomène a changé à partir de Copernic, quand on a compris que l'univers ne tournait pas autour de la Terre, mais à l'époque autour du Soleil, ce qui était déjà pas mal, et que donc le mouvement de Mars venait simplement du fait qu'il est ici, c'est-à-dire que vous avez la Terre ici qui tourne, la Terre met 1 an par définition pour faire le tour du Soleil, Mars met 2 ans pour faire le tour du Soleil, et donc on se retrouve avec une situation où vous avez, en fonction de la position relative de la Terre et de Mars, vous avez évidemment, c'est comme quand vous êtes, vous roulez sur l'autoroute, vous avez l'impression que la voiture d'à côté, quand vous la doublez, elle part en marche arrière en fait, par rapport à vous. C'est exactement la même type de situation. Donc c'est le phénomène rétrogradation de Mars. Donc l'image qui est ici, c'est en 2018.
Là, c'est une autre en 2012. C'est jamais exactement la même figure. Donc, pour ceux que ça intéresse, qui regardent le ciel, la prochaine rétrogradation de Mars, c'est entre le 7 décembre 2024 et le 24 février 2025. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'on s'est toujours intéressé à Mars. Huygens a fait le premier dessin, vous voyez, 1659, d'une zone qui est un peu sombre sur Mars. Cassini a pris des mesures bien plus, bon, il avait un télescope un peu plus puissant. Là, on est au XVIIe siècle. On a identifié qu'il y avait des cadottes glaciaires. On a évalué la période de rotation sur elle-même, l'inclinaison sur l'orbite. Il y a eu la grande phase fin du 19e avec les canaux martiens. Hein, avec Schiaparelli qui a cru voir dans les images de Mars qui existaient à l'époque, il a cru voir des lignes qu'il considérait comme des droites. Il a considéré que c'était des canaux. Alors en italien, ça se dit canali, ça veut dire chenal, et en fait ça a été traduit par canal. S'il y a un canal, c'est qu'il y a des gens pour creuser le canal, donc il y a des martiens. Vous voyez la logique. Et donc, bon, quand on a eu des images du genre de celle du pic du Midi en 1909, on s'est aperçu que voilà, c'était un peu... fallait beaucoup d'imagination pour voir ici des canaux, mais enfin bon, c'était comme ça a perturbé pas mal. Voilà. Et puis le mystère aussi sur Mars qui a intrigué tout le monde, c'était cette couleur rouge. Bon, on sait aujourd'hui que la couleur rouge de Mars est due au fait que la surface de Mars est pleine de chlorure de fer, en fait. Hein. C'est ferrique, et donc c'est la rouille, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que l'action des ultraviolets du Soleil, puisqu'il n'y a quasiment pas d'atmosphère, sur un sol où il y a de la glace, avec de l'eau, avec le fer qui est dans les roches, ça fait de l'oxyde ferrique, et ça fait rouge. Voilà. Donc le mystère de la planète rouge a été levé. Donc si on compare la Terre avec Mars, j'ai ça au cas où il y en a parmi vous qui voudraient y aller, hein, faut prendre conscience un peu de... C'est très à la mode. Donc, en gros, Mars tourne sur elle-même, la rotation est la même durée que pratiquement 24 heures. Hein, c'est comme... L'obliquité sur le plan de l'écliptique, c'est-à-dire l'angle que fait l'axe de la planète sur le plan dans lequel circulent les planètes autour du Soleil, c'est à peu près pareil. On est à 23 degrés, 25, c'est pareil. La révolution, comme je vous l'ai déjà dit, c'est 2 fois plus long. Hein. Quand la Terre fait un tour, l'inverse. Quand Mars fait un tour, la Terre en fait 2. Le diamètre, c'est à peu près, on va dire, on arrondit, on va dire que c'est à peu près la moitié de la Terre, hein, en taille. C'est une petite planète. Par conséquent, sa masse est plutôt d'un facteur 10 de différence. Et puis la pesanteur, bon, on est un peu plus léger quand on est sur Mars, puisque la planète est plus petite. On est à 40% de la pesanteur terrestre. Donc voilà, si on se met sur une balance sur Mars, on a la bonne surprise de constater qu'on pèse 40% de moins. Ce qui peut provoquer une certaine euphorie pendant quelques secondes. Ensuite, chose importante quand vous y serez, c'est important parce que se dire qu'un coucher de soleil sur la planète bleue, on nous appelle la planète bleue, la Terre, un coucher de soleil sur la planète bleue, il est plutôt orange, et un coucher de soleil sur la planète orange est plutôt bleu. Donc ça, c'est important de... Voilà. Tout ça, pourquoi? Parce que le coucher de soleil, l'atmosphère de la Terre, comme vous le savez peut-être, diffuse la lumière bleue du Soleil. Donc la lumière du Soleil arrive dans l'atmosphère. La lumière bleue, elle est diffusée, ce qui fait qu'on a du ciel bleu quand on n'a pas les nuages, etc. Et puis cette lumière, elle se déplace de plus en plus vers l'orange-rouge s'il y a de la brume, etc. à l'horizon, avec nos magnifiques couchers de soleil. Ben, en fait, Mars... c'est pas les molécules de l'atmosphère qui est extrêmement peu dense qui diffusent la lumière, c'est les poussières qui sont générées par les vents martiens qui sont dans l'atmosphère, qui sont plus gros et qui donc diffusent non pas la lumière bleue mais la lumière rouge. Donc on a exactement le phénomène inverse. Et donc les couchers de soleil sur Mars, c'est plutôt un ciel un peu gris et un beau coucher de soleil bleu à l'horizon comme ça. Voilà, ça c'est important. Alors, ça c'est la plus belle image qu'on ait eue de Mars en 1956. Donc maintenant on est au XXe siècle.
On va décrire un petit peu les différentes étapes de connaissance de cette planète. La meilleure image qu'on avait en 1956 du grand télescope du Mont Wilson en Californie, sur lequel Hubble a découvert la fuite des galaxies. Voilà, ça c'était la... Donc avant l'exploration spatiale, les détails les plus fins, j'ai écrit, visibles, étaient de l'ordre de la centaine de kilomètres. À partir du moment où on a mis des sondes en orbite, là j'ai pris l'exemple de 1980, sonde Viking, on a complètement changé évidemment de vision sur cette planète. Bon, aussi pour vos informations, savoir quoi est-ce que vous emmenez comme fringues et tout ça, si vous y allez, c'est moins 60 la température moyenne. En fait ça varie, hein. Ça varie de moins 140 à plus 20, comme je l'ai mentionné. Il n'y a pas de champ magnétique, c'est-à-dire si vous paumez, comptez pas sur la boussole pour retrouver votre chemin. Hein. Il y a une atmosphère extrêmement peu dense, 6 millièmes d'atmosphère. Une atmosphère qui est à 96% du gaz carbonique. Donc c'est évidemment totalement irrespirable, aussi bien en quantité qu'en qualité pour nous. On n'est pas, en gros, on n'est vraiment pas fait pour vivre sur Mars. Il faudra le dire à des gens parce que, bon, bref. Mais voilà, donc on connaît maintenant assez bien la composition de l'atmosphère. On a sur Mars le plus gros volcan de tout le système solaire, qui s'appelle Olympus Mons, qui fait 21 km d'altitude. C'est une belle... Voilà, et si je vous le mets sur la carte de France pour vous rendre compte de l'étendue du volcan. Donc c'est un peu comme si c'était au Massif central, sauf que ça c'est réparti sur toute la France. Et on a un super grand canyon, Valles Marineris, qui est là, qui est... voilà, les chiffres sont là, c'est 10 fois plus long que le Grand Canyon du Colorado aux États-Unis, c'est 200 fois plus large et c'est 5 fois plus, plus long, ouais, et plus haut, hein, et 5 fois plus haut. Donc c'est un super Grand Canyon, quoi. C'est voilà, Valles Marineris, c'est quelque chose. D'ailleurs, les spécialistes de Mars se posent la question encore de l'origine de cet énorme canyon. Est-ce que c'est un choc avec un objet? Est-ce que c'est des... Voilà, ça fait partie des choses qui sont très étudiées en ce moment. Et vous voyez une image ici de Mars Express en 2012 avec les falaises ici qui font 7000 mètres de profondeur. Voilà, donc il y a des belles balades à faire par contre. Hein. Et il a deux petits satellites, deux petites mules, l'une absolument assez ridicule, qui font 23 km et 13 km, qui doivent être des cailloux qui ont été happés au passage. C'est Phobos et Deimos, qui ont été découverts à la fin du 19e. Et qui sont les fils de Arès et d'Aphrodite. Ils s'appellent Épouvante et Terreur. Donc, voilà, ça va bien avec le dieu de la guerre, des destructions, des épidémies, de tout ce qui est du désordre. Bah, c'est bien, parce que les deux petits... voilà. Et donc, évidemment, bah, ces deux, Phobos et Deimos, ils tournent autour de leur planète. Celui qui est un peu plus loin tourne plus lentement. Et puis en 30 heures, et puis celui qui est tout près tourne en 8 heures. Donc voilà, c'est des deux petits satellites bon, qui font qui présentent un intérêt simplement pour voir un peu de quoi ils sont constitués. Il y a une mission japonaise d'ailleurs qui est prévue dans pas très longtemps pour aller explorer Phobos. Alors je vous ferai pas la totale des 47 lancements entre 1960 et 2020. On a lancé 47 sondes vers Mars. C'est la planète qui a attiré le plus. Voilà. Sauf qu'il y a eu un taux d'échec assez retentissant. Vous voyez qu'il y a eu 20 plus 2 demi, on va dire 21 succès. Ça veut dire même pas la moitié, largement pas la moitié de ce qui a été envoyé. Il y a eu beaucoup d'échecs. Ça peut sembler étrange, vu que Mars c'est une planète qui est toute proche. Il n'y a pas il n'y a pas d'atmosphère, etc. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'échecs retentissants. Donc là, toutes les petites croix, c'est les trucs qui n'ont pas marché. Donc vous voyez qu'il y a quand même de quoi. Il y a quelque chose qui est considéré comme ne pas ayant marché, qui est la sonde Mars 3, qui s'est posée. C'est la première sonde à s'être posée. D'ailleurs, c'est la réussite martienne de l'Union soviétique. Autant l'Union soviétique était bien spécialisée dans l'étude de Vénus, autant ils n'ont jamais eu de bol avec Mars, hein, parce que ça c'est la première sonde martienne et c'est pratiquement presque la seule, mais en tout cas qui a eu une sorte de succès, même si elle n'est pas comptabilisée, c'est ils ont réussi à poser quelque chose à la surface de Mars,
Simplement, il n'a même pas eu le temps, il a vécu quelque chose comme 30 secondes à la surface, et on n'a jamais su pourquoi il était tombé en panne. Mais il avait atterri en douceur, on l'a su, il avait atterri en douceur, il y a eu voilà, puis après il est tombé en panne. Donc voilà, c'est un peu entre les deux. Donc voilà, les choses qui ont marché, c'est les survols. Donc il y a eu 3 survols de sondes marinaires, donc sondes américaines, hein, en 64-71. Il y a des orbiteurs qui ont été mis en orbite par définition autour de la planète. Donc un survol, c'est juste, marinaire, il allait vers Mars. Hein. Donc il passait, enfin il allait vers Vénus, il allait vers d'autres planètes, donc il ne faisait que passer. Un orbiteur, c'est un objet qu'on va mettre autour, hein, et qui va faire plusieurs orbites et qui peut rester très longtemps en fonctionnement. Donc le Mars 3, je l'ai mis ici, parce que bon, ils ne le mettent jamais sur les cartes, bon... mais bon, je trouve que ça vaut le coup de le mettre, même s'il n'a pas fonctionné longtemps. Il y a eu les sondes Viking en 75. Là, c'était ce qu'on appelle des landers, donc des objets, des atterrisseurs, on devrait dire en français. Et puis, il y a eu le petit robot Sojourner, le premier petit robot mobile, hein, dans les années 96. Donc là, on est dans ce qu'on appelle les rovers. En totalité, on a sur 22 projets, en fait, il y a eu 17 réussites américaines et 0, si on ne compte pas le petit Mars 3 pour les soviétiques. Du côté, ici, bon, il y a une sonde japonaise il y a eu, qui s'est crashée. Il y a une mission indienne qui a fonctionné. Voilà, et puis il y a deux demi-missions européennes qui ont fonctionné, c'est-à-dire il y a eu des choses qui ont marché, et puis par exemple on a un orbiteur, mais l'atterrisseur se crache, enfin voilà. Donc l'Europe n'a pas non plus des résultats extraordinaires jusqu'à cette période-là. Et puis on a plus récemment les Émirats Arabes Unis qui ont lancé un orbiteur. Donc voilà, donc c'est le panorama un peu de ce que... Ah oui, puis j'oubliais la Chine. Waouh. Bon. La Chine a lancé aussi un orbiteur, ben, c'est très récent, hein, c'est là-haut, Tianwen, mais donc là c'est le temps qui passe, hein, si vous aviez... Voilà, j'ai mis 2000 et puis on fait le tour ici. Donc ça a parfaitement réussi. Donc il y a du monde qui s'intéresse à Mars, hein, le moins qu'on puisse dire. Et là, je vous mets les vaisseaux spatiaux et les orbiteurs dont on a tiré un certain nombre d'informations, et puis les sondes qui fonctionnent actuellement. Donc vous avez tous entendu parler de Curiosity, qui est vraiment le... Voilà. Curiosity, il y a eu MRO qui fonctionne toujours très bien, Maven et TGO, je vais en parler tout à l'heure. La sonde InSight, où la France a brillé, on peut dire. La sonde, l'orbiteur actuel qui vient des Émirats Arabes Unis, et puis la Chine qui a envoyé Tianwen. La Chine, ils ont un orbiteur, plus un atterrisseur, plus un rover. Premier coup, tout fonctionne. Donc, voilà, donc ça va être... Et puis Persévérance, qui est le petit robot américano sur lequel la France a aussi un rôle, qui fonctionne. Voilà, donc ça fait beaucoup de monde, et donc ça relève, on voit l'intérêt que portent les terriens en quelque sorte. Donc je vous passe quelques images juste pour vous montrer le genre de choses qu'on a appris au fur et à mesure. Voilà, donc Mars Global Surveyor, 99, qu'est-ce qu'on voit? C'est la topographie qui intéresse tout le monde. Vous voyez que le bassin qui est ici, il est profond d'une dizaine de kilomètres. Et alors que le grand volcan dont je parlais, il est à 21 km d'altitude, donc Mars, il y a une topographie qui est extrêmement prononcée. Ça joue sur les interprétations qu'on fait de son histoire, en fait, hein, comment on va construire l'histoire de Mars, avec ce dôme-là de Tharsis, et là vous avez trois volcans aussi qui sont à côté. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect extrêmement contrasté, avec une zone qui est toute lisse en haut. Alors elle est en bleu, on a l'impression qu'il y a de l'eau et que c'est des océans, pas du tout, hein, c'est le choix de la couleur, hein, mais on a une topographie qui est très contrastée. Les températures, voilà, on les a mesurées avec Mars Global Surveyor, ça date de 99, ça. Donc les températures du côté, voilà, là c'est côté nuit dans l'hémisphère nord avec l'été, on voit que ça se balade entre moins 120 et moins 65. Ensuite, on a mesuré un champ magnétique résiduel, qui est piégé dans la croûte.
Donc en fait, il n'y a pas un champ magnétique, je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de champ magnétique, vous n'arriverez pas à vous orienter avec la boussole. Par contre, les roches, elles ont été magnétisées. Donc ça veut dire qu'on a des traces, on a des preuves que Mars, un jour, a connu un champ magnétique. Mais ce champ magnétique a disparu. Et c'est un des sujets sur lesquels les chercheurs réfléchissent en ce moment. En 2000, on a des images de Mars Global Surveyor qui sont superbes, avec des couches de sédiments. Donc quand vous voyez ça, vous vous dites quand même, il y a dû avoir de l'eau à cet endroit, non ? Quand vous voyez ça, c'est... Donc des couches de sédiments avec des terrains qui font quasiment plus de 3 milliards d'années. Et puis des superbes champs de dunes de sable. Il y a beaucoup de vent sur Mars. Il faut prendre des coupe-vent parce que ça souffle bien. Et il y a des zones où il y a beaucoup de dunes. Là, on voit aussi des choses qui sont super. C'est des ravines ici, qui sont vraiment des preuves. On voit bien, on voit presque l'eau qui coule et qui découpe l'eau ou autre chose d'ailleurs, mais qui découpe la montagne. Donc la question c'est, est-ce que c'est des preuves de ruissellement? Est-ce que c'est récent? Est-ce que l'eau, elle est sortie du sol et elle est restée suffisamment liquide pour éroder ça à ce point? Ou est-ce que c'est du gaz carbonique? Il y a tout un tas de théories de la part de plusieurs scientifiques pour savoir qu'est-ce qui peut éroder à ce point et faire s'écheminer dans les montagnes, en quelque sorte, dans le sol martien. Ça aussi, c'est vraiment des endroits intéressants parce que c'est dans ce genre d'endroit qu'on va aller poser des petits robots. C'est ce qui se passe actuellement. Ça, c'est le bassin Schiaparelli. C'est un cratère d'impact, ça fait 2,3 km. Et là, on voit bien qu'il y a aussi des couches qui ont été déposées. Donc là, on se dit, il y a eu de l'eau qui s'est évaporée, qui a disparu, mais donc on a des couches, on a l'impression de voir des choses qui sont sédimentées. On a fait aussi en 2004 avec Mars Odyssey des cartes d'émission de neutrons par la surface. Donc là, c'est en fait ce qu'on regarde, c'est les interactions des rayons cosmiques avec le sol. Il y a des rétrodiffusions de neutrons et en fait c'est une carte de déficit de neutrons qui donne la répartition de l'eau. Donc de l'eau, attention, c'est pas des lacs, mais la répartition de l'eau actuellement, c'est de la glace. En fait, ce qu'on voit, c'est de la glace qui contient de l'hydrogène, et ça donne la répartition de la glace qui existe actuellement sur la surface martienne. Donc on voit des mesures même de la fraction massique d'eau dans la couche supérieure. Donc ça fait partie des choses qui actuellement sont très exploitées pour... Ça, c'est une petite image de Valles Marineris. Vous voyez, on commence à faire de la très haute résolution, là, quand même, sur le paysage de Valles Marineris, le grand. Et puis, on en voit les premiers petits robots. Le petit Spirit, vous savez, c'est celui qui s'est ensablé. Il est jamais revenu de sa... il est resté, en fait, coincé à un moment. Mais enfin, il a travaillé pendant quelques années, quand même. Donc, c'est le premier petit robot découvreur, robot américain, avec quand même pas mal d'instruments à bord, caméra, spectromètre, voilà, bon, des enceintes fonctionnant, et malheureusement avec des panneaux solaires et puis des caméras. Donc il y a eu déjà pas mal de résultats qui ont été obtenus avec ce petit robot. Ça, c'est la première roche qu'il a utilisée, qu'il a étudiée de près, le premier bloc de basalte qu'il a analysé. Donc là, on commence à faire un peu de petite géologie avec des petits robots. Le deuxième petit robot qui a été envoyé, il s'appelait Opportunity. Lui, il a tenu pendant 14 ans. Il a même recroisé sa capsule d'atterrissage en se baladant, un an après sa découverte. Là, il y a une superbe météorite qui est vraisemblablement... je crois que j'ai mis la photo en gros. C'est une météorite fer-nickel qui est en fait un résidu d'astéroïde qui se trouve sur Mars. Bon, il y a ça aussi, il faut faire gaffe, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère et donc il peut vous tomber des cailloux sur la tronche à peu près n'importe quand. Mais bon, si c'est du fer-nickel et cette taille-là, je pense que c'est un peu dangereux. Donc, je vais regarder un peu en l'air. Ça, c'est une image de la calotte polaire où on voit des falaises là, qui font 2 km de hauteur. Avec de la neige carbonique, puisque la neige, bon, c'est le gaz carbonique 96% dans l'atmosphère, donc on a de la neige carbonique on a un petit peu de glace d'eau, mais on a beaucoup de neige carbonique qui, en fonction de la saison, vu la température.
Voilà une image superbe de 2006 de Mars Reconnaissance Orbiter, où là on voit carrément qu'il y a des tracés de rivières en fait. Là on voit que de l'eau a coulé. Hein. C'est difficile de se dire, de trouver une autre explication à cette... c'est de la haute résolution et on voit très bien les... Là c'est une image que j'aime bien, c'est un trou. Je ne crois pas que pour le moment les gens... Il y a eu vraiment des théories autour de ça. C'est sur la pente d'un volcan type Hawaï, un volcan assez plat. Et donc il y a un trou évidemment. Il y a plein de gens qui vont avoir envie de faire de la spéléo là-dedans pour aller voir ce qu'il y a. Hein. Mais voilà, c'est pas pour tout de suite non plus. Ça, c'est une de mes images préférées. C'est vraiment le cratère Victoria. Donc à chaque fois, je vous mets les dimensions. Hein. 750 mètres de diamètre. Donc c'est un cratère d'impact, hein, bien sûr, puisque comme il n'y a pas d'atmosphère, sur Mars, il y a énormément de cratères d'impact, parce que ça tombe. Tous les petits objets qui se baladent dans le système solaire qui tombent dessus. Voilà. Et alors cette image-là, elle est vraiment sympa, parce que dans le petit rectangle que je montre ici, vous avez le petit rover Opportunity, dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps. Il a passé 2 ans autour de ce cratère-là pour étudier tout ce qui se passe, les caps, etc., etc. Et là, on voit, alors on verrait si l'écran était plus visible, mais on voit les tracés en fait du petit rover qui s'est baladé ici. On voit le petit rover Opportunity qui est ici. On voit même le mât de sa caméra avec l'ombre. Et en fait, on voit où est-ce qu'il s'est baladé autour de cet endroit où il a passé 2 ans. Donc c'est assez sympathique de voir. Voilà. Et donc il a étudié le tour. Ça c'est une vue du côté quand on est voilà et quand on voit tout ce qui se passe ici, les strates en question, il a étudié sur le bord ici. Voilà, l'intérieur du cratère. Et puis à un moment, ils l'ont arrêté. Ça, j'aime bien cette image aussi. Vu que Spirit s'était ensablé et qu'on n'avait pas été capable de le sortir, sur Opportunity, on a dit, bon, on va peut-être limiter les risques. Donc, voilà. C'est beau là-bas, t'aimerais bien y aller. Ben écoute, tu fais demi-tour parce que ça a l'air vachement sableux dans ce coin-là et c'est pas la peine que tu t'enfonces dans le sable. Donc, la mission, à cet endroit-là, en tout cas, s'est arrêtée là. Et le petit Spirit qui continuait pendant ce temps-là en 2006, vous voyez, il se balade dans le... On voit... Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que là où il roule, il y a une couche de poussière dessus qui est ce rose orangé, la fameuse zone où il y a de l'oxyde de fer, mais qu'en dessous, ça peut être beaucoup plus sombre. Donc on voit la trace. Et ça a permis de découvrir, de comprendre quelque chose qui était resté assez mystérieux. C'est que le satellite qui est en orbite, donc MRO, il avait pris cette photo, cette image, hein, qui est superbe, avec on dirait une œuvre d'art. Voilà, il y a un peintre qui a fait des... Voilà, ça c'est resté mystérieux à expliquer pendant un certain temps, jusqu'au jour où le petit Spirit a vu passer, avec sa caméra, ce genre de choses. Ça, c'est une petite tornade martienne qui traverse le paysage. Et en fait, cette petite tornade martienne, on en a suivi après depuis l'orbite, et on voit que les petites tornades, elles soulèvent la couche de poussière rouge-rosée qui est au-dessus, et elles laissent apparaître les traces qui sont en dessous, et le sol qui est en dessous est plus sombre. Et donc, on en déduit assez facilement que tout ça, c'est des traces de passage de tornades sur le sol martien. Donc cette œuvre d'art-là, elle a été faite par un paquet de tornades qui sont succédées pour façonner le paysage. Donc Spirit, il a rencontré, il a rencontré des rochers qui clairement sortent d'un volcan. Donc le volcanisme martien, il a été prouvé et reprouvé aussi. Là, c'est avec des espèces de bulles dans la roche. On a mis en évidence aussi à certains endroits de la silice. Voilà, avec des vapeurs volcaniques. Enfin, on pense tout de suite quand on voit voilà, la silice, c'est le composant principal du quartz et du verre. Ça, c'est ok, mais elle est créée sur Terre par des vapeurs volcaniques ou des sources chaudes. Et donc, quand on dit on a vu de la silice quelque part, on se dit est-ce qu'il n'y a pas quelque part une source, est-ce qu'il n'y a pas eu des sources chaudes qui ont fabriqué la silice, etc., etc. Et avec la présence de microbes. Donc oui, je disais que c'est un des grands sujets
qui passionne le monde scientifique et autres, c'est de savoir si oui ou non il y a eu un jour de la vie sur Mars. On est maintenant certain qu'il y a eu de l'eau en grosse quantité. Question, est-ce que eau égale vie? Et quelle vie? Une vie qui ressemble à la nôtre, une vie d'un autre type? Voilà, c'est une question que tout le monde se pose actuellement. Ça, c'est une image de Mars Reconnaissance Orbiter. Ça doit faire une dizaine de kilomètres la largeur de l'image qui est ici. Enfin, je crois, si je ne l'ai pas écrit. En tout cas, c'est au moment de la fonte printanière, de la glace carbonique, hein, voilà, c'est des éboulis. Ça, c'est une preuve de plus qu'il y a une petite couche. Quand elles fond, là en l'occurrence, quand ça glisse, comme des petites avalanches, on revoit la poussière noire, enfin la roche noire qui est en dessous. Et moi, j'arrive toujours pas, je pense que c'est un peu la même chose pour vous, moi j'ai du mal à ne pas voir ici des arbres qui sont sur le haut de la colline. Normalement, il faut... Je sais que c'est pas des arbres, je sais que c'est des éboulements. D'ailleurs ici, vous voyez un nuage de poussière, il y a une avalanche, une petite avalanche sur une de ces dunes. En fait, c'est les traces laissées par la glace et la première couche qui glisse le long de la colline en fondant. Mais je n'ai jamais réussi à la voir sous cette forme, cette image. Je sais que c'est ça, et bon, bah, c'est fonctionnement du cerveau qui... Voilà, donc ça fait pas 10 km, j'ai n'importe quoi, c'est 1 km. Donc on a une résolution sur cette image qui fait 25 cm, donc on est sûr de ce que j'expliquais. Voilà ici aussi un objet qui est un dôme de glace. Il y en a sur Terre. Il y a des volcans de boue. Donc ça fait 100 mètres. C'est un dôme de glace qui est fracturé. Donc ça intéresse aussi. Vous voyez un peu la variété des paysages et des choses, quoi. C'est pas comme la Lune. On a découvert juste avant ça, on avait découvert du méthane dans l'atmosphère de Mars. Depuis l'orbite, enfin depuis en l'occurrence un spectromètre qui est sur Terre. Et les gens se sont posé la question. Donc le méthane, vous savez que bon, il y a les vaches comme possibilité, mais enfin là c'est râpé. une forme de vie même. Voilà. Est-ce qu'il y a une production? Est-ce que c'est géologique? Est-ce que c'est biologique? Donc la présence de méthane dans l'atmosphère de Mars a été aussi une espèce de grosse sonnerie en disant est-ce que c'est synonyme de quelque chose? Quels sont les phénomènes qui fabriquent le méthane sur Mars? Et c'est à peu près à la même période qu'on a trouvé ce genre de dôme de glace qui fait penser aux volcans de boue séchés qui sont sur Terre et qui émergent des micro-organismes qui produisent du méthane. Donc de là à faire le lien... Voilà, donc c'était la grande période d'excitation autour du méthane, et c'est pas fini parce que actuellement c'est... Vous voyez ici une image de Mars Global Surveyor en 2009. Donc là on a l'impression d'être en bord de mer et d'avoir un lac asséché, mais on a bien l'impression ici de voir des endroits où il y a eu du liquide, hein, avec le sable soufflé. Ça c'est des petites dunes qui sont très esthétiques. Des dunes qui font une centaine de mètres de taille et qui se déplacent sur un sol avec des cailloux. Donc elles sont plus récentes que les rochers et elles se déplacent au fur et à mesure. Donc depuis l'orbite avec un Mars Reconnaissance Orbiter, donc l'orbiteur, on peut suivre les évolutions de ces dunes en fonction du vent. Ça c'est un autre joli petit paysage. Voilà, dépôt au pôle sud. Donc il y a des... En fait, c'est la glace de CO2 qui, au moment où on est en pôle sud en fin d'été, ça s'est sublimé. Donc la glace de carbone n'existe plus. Personne n'a compris pour le moment qu'est-ce que c'est quelle est la composition de cette lumière, enfin de cette poussière un peu dorée là qui est sur le bord, des zones qui ont fondu. Donc il y a plein de choses pour les géologues et pour les gens qui s'intéressent à ce qui se passe sur le terrain là-bas. 2012, le robot Curiosity. Donc là, vous voyez, pour le moment, ce que je vous ai montré des petits robots. Les petits robots, c'était Sojourner et puis les Opportunity Spirit. Donc ça, c'était le tout petit du début, Sojourner. Ça, c'est Opportunity Spirit comme taille. Donc il faisait 10 kg, celui-là. Celui-là, il faisait 180 kg. Vous voyez à côté l'échelle avec les scientifiques qui sont là. Et là, on lance Mars Science Laboratory, le robot Curiosity en 2012. Donc là, on ne joue plus du tout dans la même course. Cet objet-là
c'est un laboratoire de chimie ambulant qui va pouvoir faire des prélèvements, qui va pouvoir analyser ce qu'il a prélevé. On n'est pas du tout dans la même catégorie. D'ailleurs, il n'a plus de panneaux solaires, il va avoir un... Voilà. Donc lui, il fait quasiment une tonne, quoi. Donc c'est un joli petit véhicule voilà, avec beaucoup de science à bord et de quoi faire des analyses. Alors ce petit robot Curiosity, vous le voyez ici, donc il a lui aussi, comme moi, il a un laser ici. Non, bah si, je l'expliquerai tout à l'heure. Donc on va parler d'abord du lancement, je reviendrai là-dessus après. Donc le lancement de Curiosity, novembre 2011. Et ils visent en fait le même genre d'endroit. Vous voyez, tous les robots, là, Spirit, Opportunity, les Vikings qui sont posés, les Landers, ils sont tous à la limite entre la zone extrêmement variée avec les volcans et cette zone toute plate dont je parlais tout à l'heure. Donc Mars Science Laboratory, ils visent, ils ont décidé de l'envoyer dans un cratère qui s'appelle le cratère Gale, qui fait 5 km de diamètre. Enfin, qui fait 5 km de hauteur, pardon, les parois, et 150 km de diamètre. Et donc, il devait arriver dans cette petite zone-là, ce qu'il a parfaitement fait. Ça a été choisi, c'est pas par hasard qu'on envoie un robot comme ça à un endroit particulier. C'était au pied du bord ici de la falaise, en quelque sorte, des rebords du cratère. Et on avait étudié le sol, on avait étudié que là il y avait une zone bien plate, que là ça descendait, que c'est un peu comme s'il y avait un cône d'alluvion ici. On a étudié les caractéristiques thermiques des roches qui sont ici, et on en a déduit que c'était potentiellement des roches qui étaient des alluvions, qui étaient descendues du haut des bords du cratère. Donc l'ellipse qui est ici, la zone d'atterrissage souhaitée, c'était cette zone qui est ici. Et c'était une belle réussite, d'autant plus que c'est un objet, je vous dis, c'est un laboratoire de chimie ambulant. Et le 6 août 2012, il y a eu cette fameuse descente avec ce qu'on a appelé les 7 minutes d'angoisse, parce que, en fait, le robot, il descendait sous parachute, il fallait que toutes les opérations se suivent sans aucune anicroche, hein, que ça, voilà, il fallait qu'il n'y ait rien qui... De toute façon, il est en automatique complet. La descente en 7 minutes, dans une atmosphère qui est extrêmement peu dense, malheureusement, c'est court et de toute façon, il est en automatique. Donc, voilà, donc il a fallu passer de 22 000 km/h à l'arrivée dans l'atmosphère, enfin, dans la simili-atmosphère de Mars, 22 000 km/h, et puis il faut se freiner. Voilà, on se freine d'abord avec le fait qu'on arrive à 22 000 km/h, même dans une atmosphère extrêmement peu dense, ça chauffe, hein, et ça ralentit. Ensuite, on a le gros parachute qui se déploie, et puis ensuite, à la fin, vous allez voir dans ce que je vais vous montrer juste après, la façon dont on l'a posé sur le sol. Mais c'était un bijou, enfin c'est toujours, parce que ce Curiosity, posé en 2012, il continue aujourd'hui à envoyer des résultats et à faire des mesures. Hein. Donc c'est vraiment un objet... assez extraordinaire. Donc ici, bon, on est à 11 km d'altitude, on est parti à 125, on est rentré dans l'atmosphère très ténue. 4 minutes après, on est à 1500 km/h grâce au freinage. Et puis ensuite, on atterrit, voilà, au bout de 7 minutes, à 2 km/h sur le sol martien. Et en plus, l'instrument fournit directement, en quelques minutes, la première image qui montre que tout fonctionne normalement à bord. Donc ça, c'est quand même Donc là, je vous passe une petite animation de la NASA, du JPL, juste pour vous montrer l'ambiance qui règne dans ce genre de mission. Vous voyez la petite sonde qui est en train de descendre. Alors c'est évidemment... Oui, vous voyez qu'ils sont un peu tendus, les petits camarades. Je suis devant vous, non? Ça va? Non, ça vous... Non, c'est bon. Voilà, donc on sent vraiment la tension. Donc là, on a le freinage par la petite atmosphère avec bon, des petites rétrofusées qui conservent la position. À chaque fois que quelque chose fonctionne pendant les 7 minutes, ils sont tous en train de se féliciter, de s'applaudir, etc., etc. Donc bah, là, c'est bien, il y a eu le freinage. Maintenant, il va falloir que le parachute sorte. Hein? Youhou, le parachute est sorti. Alors ils ne le voient pas, nous on a le petit dessin là, mais ils ont juste la télémesure qui arrive. Donc c'est waouh, ouais, félicitations, ça fonctionne. Donc on descend. Le petit robot il est à l'intérieur là de la petite, voilà. Là il est lâché. Il descend avec des rétrofusées.
Donc, il est décroché, c'est bien, il n'est pas resté coincé dans le... Voilà. Et puis là, c'est le summum de la technologie d'atterrissage pour poser un objet aussi... Voilà. On le descend sous câble. Il était trop fragile pour qu'on le pose avec ses roues, comme ça. Donc, on l'a posé en douceur. Et là, il faut que les câbles se détachent. Oui, ça marche. Et regardez un peu l'état des personnes qui ont été impliquées là-dedans. Ils ne jouent pas pour un film, hein. C'est de l'émotion à l'état pur. Quand on a bossé pendant 10 ou 15 ans sur un projet comme ça, et qu'on est pendant 7 minutes à ne regarder que la télémesure qui arrive, voilà, c'est vachement émouvant. Moi, à chaque fois que je les vois, là, je ressens... J'ai vécu un truc un peu similaire sur Vénus, mais il n'y avait pas cet enjeu aussi fort. Et regardez, et ils ont leur première image. Alors là, c'est le... Ça veut dire que tout a fonctionné, que le robot est en bon état, que la télémesure marche, que les caméras fonctionnent. Bon, c'est vraiment un grand moment. Donc, Curiosity has landed, yes. Curiosity est arrivé là-haut. Et alors, il s'est posé, c'était le plus gros parachute qu'on ait jamais fait, hein. C'est un record mondial de la taille de parachute, 280 mètres carrés, voilà, 17 mètres de diamètre. C'est un parachute monstrueux parce que l'atmosphère est tellement faible en densité qu'il faut un parachute géant, quoi. Et donc ça a très très bien fonctionné. Ça, c'était que des premières. Donc il y avait aussi les Martiens qui attendaient pour donner des notes sur la prestation d'atterrissage. Voilà, et il a une bonne note, Curiosity. C'est bien, c'est bien. Tu vas pouvoir commencer à bosser. Voilà, donc, je disais tout à l'heure, j'essaie de le faire dire à une diapo qui n'était pas la bonne. Le rover Curiosity, donc, voilà, le 3 mètres, on a vu tout à l'heure, ça ressemble à une petite voiture. Il a un bras télécommandé qui va lui permettre de faire des prélèvements dans la roche et de faire des analyses. Donc, ce bras télécommandé, il fait 2 mètres. Il y a une dizaine d'instruments à bord dans cette caisse ici, hein, dont un instrument français, enfin piloté par la France et essentiellement français, qui s'appelle ChemCam, qui a été développé par le laboratoire du CNRS à Toulouse. Voilà, donc ça, c'est l'instrument dont je vais parler tout de suite. Il y a 17 caméras à bord. Par exemple, le simple fait d'avoir un peu raté, si c'est passé pour Spirit, je vous ai dit qu'il s'est ensablé, le petit robot Spirit. Il s'est ensablé, mais il y a eu un moment où ils ont fait la bêtise qu'on fait quand on est embourbé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir une voiture qui est embourbée. On appuie sur l'accélérateur en disant on va bien sortir de ce truc, quoi. Et là, c'est pire. Donc c'est le genre de choses qu'il faut éviter de faire, puisqu'en fait, on s'enfonce. Et en fait, c'est ce qui s'est passé avec le petit robot Spirit. Il y a eu un moment où... Bon. Et donc là, ils ont rajouté, par exemple, dans les caméras, j'ai trouvé ça intéressant, ils ont mis des caméras uniquement pour voir si, quand on donne l'ordre au robot d'avancer, il avance vraiment. C'est-à-dire, vous regardez le sol, voilà, il y a une rayure ici, je filme ça, je dis tu avances, on voit que la roue elle a tourné, etc. On a les informations, mais on ne voit pas la ligne bouger. Ça veut dire je suis en train de faire tourner les roues pour rien, il n'avance pas. Donc c'est pas la peine de continuer, il faut trouver autre chose, partir en marche arrière, faire quelque chose d'autre. Donc ils ont cet instrument, ce petit robot, il est bardé de caméras en tout genre, non seulement pour regarder le paysage, les roches autour, mais aussi... Ensuite, il a besoin de 120 watts en permanence pour fonctionner. Alors les watts, ils sont fournis par ce qu'on appelle un RTG, voilà, c'est radioisotope thermoelectric generator, donc générateur thermoélectrique à radioisotope. Ça veut dire qu'on embarque du plutonium, de l'oxyde de plutonium, produit radioactif qui se désintègre et qui chauffe, et c'est cette chaleur qu'on transforme en électricité. Donc les RTG, c'est la seule solution pour obtenir de l'énergie. Parce que par rapport aux panneaux solaires, sur un objet comme ça, s'il fallait mettre des panneaux solaires, il en faudrait avec les manips qui est à bord, le laboratoire de chimie et tout ce qu'il faut avoir comme électricité, ça ne tient pas la route, quoi, c'est juste infaisable. Donc les Américains, ils ont cette technologie, hein, et donc il y a 5 kg de dioxyde de plutonium, là, qui a une demi-vie de 88 ans, donc ça fournit 2 kW thermiques qu'on transforme à l'intérieur en 120 watts électriques. Donc ça, c'est Mars Science Laboratory.
Et alors, donc ça c'est le paysage, voilà, il n'y avait plus qu'à, hein, maintenant qu'il y est, il a été posé en douceur, il a repris ses esprits, il n'y a plus qu'à bosser. Et là je vous explique à quoi sert l'instrument français qui s'appelle KemKam. Alors je mets le petit drapeau parce que on est toujours tellement en train de faire du French bashing que quand on a des belles réussites, il faut le, il faut le célébrer. L'instrument qui est ici, c'est à la fois il tire au laser sur les roches, ça fait des trous, hein, on voit ici un trou agrandi, ça fait des trous, ça génère ça fait une espèce de poussière, ça sort la poussière en fait, et puis du gaz, ça chauffe. Donc on peut faire une analyse chimique de la roche qui est ici en faisant un spectre de la lumière du gaz qui sort ici. Donc on tire au laser, ça vaporise un peu de poussière sur la roche. Cette poussière, elle émet des gaz. Avec le spectro, on sait de quel gaz il s'agit. Et ça évite plein de choses. Ça évite d'aller chercher des morceaux de roche qui n'ont aucun intérêt parce qu'on en a déjà 10 kilos et on a déjà... voilà. Ça évite aussi de prendre trop de risques en avançant le robot trop près pour faire une analyse et s'apercevoir après qu'on est coincé, qu'on ne peut plus reculer, etc., etc. Donc il y a à la fois la sécurité, et donc cet instrument qui a été développé par la France, le CNES et le laboratoire de Toulouse, il a très très bien fonctionné, il fonctionne toujours très bien sur ce petit robot. Et donc ça c'est vraiment c'est vraiment la spécificité en plus. Il y a le laboratoire de chimie, mais il y a aussi le fait de pouvoir choisir sa cible. Hein, et voilà, c'est vraiment une très très belle manip et une belle réussite. Donc, il était initialement prévu pour un an martien, ce petit robot, parce qu'on ne savait pas du tout si ça allait fonctionner. Voilà l'ellipse d'atterrissage dont je vous ai parlé. Et là, vous voyez, si vous avez de bons yeux, un petit chemin bleu qui est le début de ces pérégrinations dans le cratère Gale qui est ici. Ça fait 6 ans martien qu'il est là-haut, 12 ans terrestre. Il était parti pour un an et ça fonctionne toujours. Et il continue à donner des résultats. Et il continue à faire des analyses. Donc c'est une très belle réussite. Vous voyez que depuis le début, il est suivi. C'est-à-dire ça, c'est l'endroit où il a atterri. Hein, c'est l'endroit où s'est posé ce qu'on a vu tout à l'heure en animation. Donc on a posé. Puis ensuite, on voit la trace ici du petit robot qui se dirige vers le cratère. Il est ici. Donc on le suit depuis l'orbite, hein. Il peut pas aller se balader n'importe où, il faut qu'il suive les ordres qui lui sont donnés. Là c'est un endroit qui était un peu à risque. En 2014, ils ont filmé ce passage-là parce qu'ils se sont dit aïe aïe aïe, il y a du sable, faut prendre des précautions, etc. Donc on voit qu'ils ont fait un peu de zigzag, machin, hein. Voilà. Donc ça s'est bien passé. Et donc on a des images régulièrement, en 2019, voilà, on voit le petit robot qui se promène, on le suit à la trace, tellement à la trace que si ça vous intéresse, vous pouvez trouver sur le site de la NASA le chemin qui est fait, avec tous les arrêts qui portent un nom, hein, voilà, donc ce que je viens de vous montrer, il y a un nom aussi. Actuellement il est un peu plus bas maintenant, il est sorti et il est suivi comme ça c'était une image en janvier 2020, il avait fait 21 km 8. Il enregistre tous les prélèvements qu'il fait dans la roche. Hein, donc il tire sur les roches, il dit c'est bon, les résultats arrivent à Toulouse et à Pasadena aux États-Unis. On dit cette roche-là, oui, tu m'en prends un morceau et tu fais une analyse plus poussée. Donc il y va avec sa foreuse, il récupère le... Voilà. Et donc actuellement, j'ai regardé le 24, j'ai regardé au mois de janvier là, il était à 31 km, donc il a parcouru 31 km depuis 12 ans. Mais il fait du boulot, hein, parce que bon, tous les prélèvements qui sont faits là et toutes les mesures, évidemment, sont enregistrées, envoyées par télémesure à Toulouse et à Pasadena pour... Voilà. Donc là, on est au milieu, on est dans le cratère, et puis on va vers le mont Sharp. Donc c'est sa mission, c'est d'aller continuer à faire de comprendre un petit peu les différentes zones qui sont ici, de faire de la géologie, de comprendre ce qu'on voit. Voilà, et puis là on a une image d'une magnifique dune qui s'appelle Namib Dune. Ça fait partie des belles randos à faire aussi, avec le RTG dont je parlais tout à l'heure, puisqu'il prend des images, parfois il se prend lui-même sur l'image. D'ailleurs on pourrait peut-être se faire un... Ouais, je mets le cache.
Donc on est en 360 degrés. Regardez le ciel de Mars, hein, c'est sympa. Et puis les différents endroits. Donc voilà, donc là on a le robot. Maxime m'a fait remarquer tout à l'heure que là on voit la poussière générée, hein, parce que quand il y a des orages, enfin des vents ou des tornades sur Mars, évidemment le robot en prend sa part, hein. Donc là on a de la poussière noire qui est déposée sur le bord ici du RTG. Alors il se prend évidemment en premier plan puisqu'il fait un panoramique. Donc ça c'est une image. Il y a combien d'images? Combien? Tu me l'as dit tout à l'heure, mais j'ai... C'est une image en fait qui a une histoire, parce qu'en fait les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory, ils avaient beaucoup de temps pendant le Covid. Mmh. Et du coup, en fait, ils restaient chez eux. Et en fait, ils se sont dit, je crois que c'était pour Noël, alors je sais plus si c'était Noël 2020, ils se sont dit, on va faire un beau truc. Et ils ont pris en fait 1000 images qui avaient été prises par Curiosity au début de son arrivée à l'intérieur du cratère. Et ils en ont fait une mosaïque qui représente en fait l'image avec la plus haute définition jamais enregistrée sur Mars. Ouais. Ouais. Quand j'ai voulu mettre la version originale de l'image, j'ai fait cracher mes ordinateurs. Et j'ai dû la réduire. D'accord. Donc on a le Mont Sharp ici, hein, donc il n'y a plus qu'à, il faut continuer à se balader là-dedans. Et puis dès qu'il y a En fait, ce qui se passe, c'est que avec la petite caméra de Curiosity, il regarde, il passe des choses comme ça, il regarde des roches comme ça, et puis il y a les gens qui sont à Toulouse ou à Pasadena qui disent « Oh, mais ce bloc-là qui est là, ça m'intéresse ». Va donc faire un petit passage, il tire dessus au laser, il voit si c'est une roche intéressante. Voilà, donc on a une espèce de... Voilà, c'est une analyse... Et donc cette image-là, elle est absolument... On est dans le cratère, là. On est comme si on accompagnait Curiosity. C'est de la glace non, c'est le bord du cratère. Non, c'est pas de la glace. Là, cratère Gale, il n'est pas au pôle, il n'est pas... Non, par contre, c'est l'éclairage... je ne sais pas exactement comment on est foutu par rapport au soleil. Enfin, si on voit des ombres, pas évident. Si, il y a des petites ombres par là. Mais là, c'est le bord du cratère, en fait. On est dans le cratère. Donc, voilà. Et il fait, j'ai dit tout à l'heure, 5 km de hauteur, hein, donc les bords. Hein. Donc on est vraiment dans le cratère, c'est des montagnes. C'est vraiment des montagnes. Montagnes de milliers de... Voilà. Et le pic ici, il est aussi à 5000 quelque chose, le Mont Sharp. Donc c'est super cette... Hein, c'est sympa, non? Ça va. Bon, bah, merci Maxime. Quand il donne en ordre, ça oui. Combien de temps de la Terre à Mars? La Terre à Mars, on est à une demi... Enfin, ça dépend, oui, ça dépend où on est de la rotation. Mais enfin, c'est de l'ordre de quelques minutes à 15 minutes maximum. Donc c'est vrai qu'il y a des opérations qui ne peuvent pas être pilotées en direct, parce que le temps d'envoi et de retour du signal est trop long. Ouais. Oui, si c'est à l'autre bout de l'orbite, c'est 15-20 minutes, et si c'est tout près là, ça fait ça fait 4 minutes par définition. Le Soleil est à 8 minutes lumière de nous. Hein. Donc quand on regarde le Soleil, on le voit comme il était il y a 8 minutes. Et ça, c'est une unité astronomique. Donc comme quand Mars est au plus près, il est à une demi-unité astronomique de nous, on peut dire que c'est 4 minutes le temps nécessaire pour que le signal arrive. Vous voyez, voilà. Et par contre, quand on est là et que Mars est de l'autre côté, là on se tape 2 unités astronomiques plus, voilà, là on est plutôt aux alentours de 15 à 20 minutes. C'est très difficile de piloter à vue ce genre d'engin. Enfin, c'est pas difficile, c'est impossible. Il faut forcément lui envoyer un programme, lui dire ce qu'il faut qu'il fasse, il le fait, il envoie les résultats, on dit c'est pas ce que je t'avais demandé. Voilà, il y a un dialogue tranquille, mais n'empêche que... Voilà, donc on avance. Alors la NASA avait fait un moment un petit... Bon, c'est très bien d'ailleurs, parce que vraiment quand il y a eu les gros constats de Curiosity, voilà, on est bien là, voilà, on voit bien que là on n'est pas loin de l'endroit où on est là, hein, avec cette image-là. D'ailleurs, vous voyez ces petits yeux là ici. Donc là, quand ils ont fait ce petit bilan, il y avait eu 900 000 tirs laser sur des roches. 500 000 clichés,
26 échantillons et 6 qui avaient été analysés à l'intérieur du labo de chimie, avec un peu plus de soin. Donc, quelles sont les grandes conséquences, enfin les grandes conclusions de cette première période? C'est que l'environnement, sur le plan biologique, il était localement viable, au sens où on peut l'entendre. Voilà, donc on a des dépôts fluvio-lacustres, on sait qu'il y a de la roche sédimentaire avec des grains très fins, avec des pH neutres, c'est faiblement salé, il y a un peu de soufre et de fer oxydé. Voilà, donc on a fait de l'analyse vraiment des différents endroits ici, des différentes roches qu'on trouve, du sable, des cailloux, etc. etc. Et on a regardé les gaz en les analysant dans le laboratoire de chimie, dans le ventre de Curiosity. On a regardé les gaz sur les différents échantillons. On a trouvé même de l'hydrogène sulfuré, on a trouvé de l'hydrogène. Voilà, ça c'est la constitution des roches et des poussières. On a découvert aussi des molécules organiques, dont le fameux méthane, dans le sol rocheux, avec des forages. On a vérifié, enfin on a mesuré, on a identifié des variations saisonnières inexpliquées du méthane d'un côté et des bouffées d'oxygène. Donc on a des cartes, voilà, les cartes de la NASA avec au printemps une variation en fonction des saisons. De temps en temps l'oxygène il est au-dessus des prévisions et de temps en temps il est au-dessous. Personne ne comprend pourquoi il y a des bouffées à un moment ou à un autre. Voilà, donc là il y a de l'oxygène moléculaire qui sort des roches. Et puis on a étudié aussi la façon le méthane. On a les courbes ici du méthane qui varient aussi au cours de la journée d'ailleurs et au cours des saisons. Donc ça ouvre plein d'interrogations pour les scientifiques actuellement de comprendre un petit peu tout ça. Les choses importantes, et ça c'est important si vous y allez, hein, important aussi, c'est le niveau de rayonnement ionisant, parce que finalement aucun robot n'avait mesuré vraiment le taux de radiation au sol. Donc là j'ai mis des courbes, voilà. Donc il y a, ce qu'on reçoit sur Mars, c'est évidemment le rayonnement du Soleil. Alors c'est bloqué par la surface, mais donc il faut se mettre dans un trou si. Par contre, les rayonnements cosmiques qui viennent des galaxies, des étoiles qui explosent dans le ciel, etc., ça c'est beaucoup plus énergétique, et là il faut descendre à quelques mètres. Donc il faut que vous trouviez un abri très souterrain avec quelques mètres de roche au-dessus pour vous protéger des radiations. Voilà, donc vous voyez un peu la dose de radiation. Là vous avez des chiffres sur, par exemple, en radio de l'abdomen, j'avais corrigé parce que c'est faux, c'est un scanner qui est à ce niveau-là, avec 50 microsieverts. Donc la dose équivalente en radiation, c'est les millisieverts. La réglementation d'un salarié qui travaille dans le nucléaire, par exemple au CEA, c'est 20 millisieverts par an. C'est le maximum qu'un salarié a le droit, enfin, qu'un employeur peut tolérer chez un de ses salariés. Quand on est dans la station spatiale, Thomas Pesquet, quand il reste 6 mois, il prend 75 millisieverts, ça veut dire que le CNES a dû demander une dérogation pour avoir le droit de soumettre ses salariés à des doses supérieures à tout ce qu'on fait dans tout le milieu où on travaille dans le nucléaire. Et les 20 millisieverts dans les laboratoires du CEA, on est très très loin de les atteindre. Hein. C'est dans des cas d'accident ou de choses comme ça. Et là, vous voyez les doses qui seront prises dans le transit entre Terre et Mars, qui va durer au minimum 6 mois, si on envoie des bonshommes là-haut, ce que personnellement je considère comme une folie, mais bon, chacun son avis là-dessus. Donc, envoyer des gens, ça veut dire 6 mois, c'est même un peu court, parce que les humains ne supportent pas du tout les accélérations, décélérations qu'on donne aux robots. Hein. Donc, même des pilotes de chasse bien confirmés, si on leur balance 10 ou 15 G d'accélération, ils ne résistent pas non plus. Donc ça va forcément durer un peu plus, mais en tout cas ils se prennent 330 en 6 mois, donc 1 an et demi de séjour sur Mars, parce qu'on ne pourra pas récupérer les gens avant que voilà, on ait fait le tour complet. Donc il faut se retrouver en face de Mars, donc on se reprend 1 an et demi. Donc ça veut dire qu'en gros, en vue d'une exploration humaine, si on a un voyage qu'on arrondit à 2 ans et demi, hein, 6 ans pour y aller, 1 mois et demi sur place voilà, et 6 mois pour revenir, enfin 6 mois, pas 6 ans, 6 mois, on se prend à peu près 1000 millisieverts en fait. C'est 20 fois la dose autorisée pour les travailleurs du nucléaire sur les 2 ans et demi. Donc c'est
faut le savoir, quoi. C'est pas... Le 5e point qui a été sorti par la NASA, c'est que l'atmosphère était plus dense et plus humide dans le passé. D'ailleurs, on a des nuages de glace d'eau ou de gaz carbonique, de neige carbonique en quelque sorte. Tout ça, c'est lié, il y a des cirrus, donc on commence à connaître un peu l'atmosphère de Mars. Et puis, on a mis en évidence que, avec les mesures des rapports des isotopes, c'est-à-dire par exemple les isotopes du carbone, voilà, ça montre que l'atmosphère, elle est enrichie en éléments lourds. Ça veut dire que les éléments les plus légers se sont échappés de Mars. Ça veut dire que Mars est en train de perdre son atmosphère. Elle en a eu une un jour, parce que s'il y a eu de l'eau, c'est qu'il y avait une atmosphère. Cette atmosphère n'existe plus. Donc, et ça continue. Donc elle perd sans arrêt son atmosphère. Il y a eu aussi tous ces affleurements rocheux, là, où voilà, ça prouve l'existence d'anciens cours d'eau, hein. Les spécialistes sont même capables de dire que l'eau, elle dévalait à 1 mètre par seconde. Why not, en voyant la configuration. Je vois des gens qui ont des doutes, mais bon, c'est publié par le JPL, donc j'ai pas... Voilà. Et donc, bon, là, l'angle d'inclinaison, ils disent que ça a été probablement dû aux impacts de météorites pour cette image-là. Mais donc, ça a été très perturbé. Il y a des graviers, il y a des galets. Ça ressemble fichtrement à un bord de torrent sur Terre, en fait, hein. Donc ça m'amuse parce que pendant une période, de temps en temps, les journalistes disaient « Ah, ça y est, on est sûr maintenant, il y a de l'eau sur Mars ». Mais ça fait des années qu'on est sûr qu'il y a eu de l'eau sur Mars. C'est pas du tout un résultat récent. On a eu des preuves depuis bien longtemps et ça faisait même partie de... Voilà, donc le petit robot Curiosity, bah, il est parti de son endroit d'arrivée, hein, qui était les Yellowknife, là. On a vu qu'il se baladait tout à l'heure. On était dans notre cratère, là. Et puis on continue, et il continue à monter. Voilà, donc la mission, maintenant, on est dans la partie ongoing mission au-delà de 2016, et il continue à grimper. Alors j'ai regardé un petit peu où est-ce qu'il en est, parce que bon, il monte vers le mont Sharp, hein. Donc on a ici les... Voilà, donc en mai 2019, il était là, en janvier 2020, il était là, en octobre 22, en janvier 24, il était là. J'ai pas regardé où il était aujourd'hui, parce que je me dis que c'était pas... Enfin... En tout cas, il est dans ce petit coin-là, en train de cette zone. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait des analyses tout le long. À chaque fois qu'il a progressé, il a fait des analyses. On a ici une zone où il y a des argiles, hein, clay, et puis des endroits où il y a du sulfate, ici. Donc là, ça veut dire du matériau qui a baigné dans l'eau. Ça veut dire du matériau dont l'eau s'est évaporée. Voilà, et on est dans ce petit coin-là. J'ai regardé l'autre jour, voilà, c'était une image, enfin ça c'est le chemin que suit le petit robot Curiosity qui continue à grimper comme ça. Et on voit quand même ici, ça c'est une image prise par un satellite en orbite. On a quand même vraiment l'impression que c'est un cours d'eau, que c'est le lit d'une rivière, hein. C'est bon. Et alors, par contre, ce que les géologues essayent de comprendre en ce moment, ils lui ont fait faire un petit détour là exprès parce qu'ils voyaient cette espèce de paroi là qui est le long où il y a à la fois du sable et des gros rochers. Et donc ils lui ont fait faire un petit arrêt. Il a pris une photo à nouveau panoramique de cet endroit-là. Vous voyez qu'il y a une espèce de un ensemble de plaques de roches qui sont descendues. Alors sous quelle forme c'est arrivé? Les gens discutent en ce moment autour de ce genre d'images, parce qu'en fait le volcan qui est au-dessus, c'est plutôt un désert. Donc la question c'est ce fameux canal là qu'on a vu, comment ça s'est creusé alors qu'il y a un désert de sable au-dessus? Est-ce que c'est... Alors il y a des gens qui émettaient des vents, des tornades qui creusent... c'est vrai que sur des millions d'années ça peut jouer, mais bon, est-ce qu'il y a eu des avalanches? Est-ce qu'on est dans un... Voilà, est-ce que ça, c'est des grosses descentes de débris plus ou moins humides? Est-ce que c'est des rivières ou une rivière? Quand est-ce que ça s'est passé par rapport à la formation des couches qui sont en dessous? Voilà, entre les torrents de boue, les lacs peu profonds qui sont salés, les déluges de débris, est-ce que l'eau, elle est allée et venue par phase? Jusqu'à présent, on considérait qu'il y avait eu de l'eau sur Mars et qu'elle avait disparu en une fois. La question qui se pose là, il faudrait retrouver la chronologie de ce genre de choses. C'est pour ça que c'est un peu l'exploration continue, pour savoir est-ce qu'il y a eu de l'eau à un moment, moins d'eau et c'est revenu. Voilà, il faut retrouver la logique de tout ça et sur quelle durée.
Donc en ce moment, les gens se posent des questions, même sur les modèles qu'on avait jusqu'à présent de la façon dont l'atmosphère avait, enfin dont la planète a évolué. Donc on est quelque part par ici, hein, Geddes Vallis, là, donc il va continuer à grimper tant qu'il a des forces. C'est un petit bijou quand même. Hein. Et donc là, j'avais noté un rocher qui a été photographié par Curiosity sous tous ces angles, voilà, dans la zone là d'argile, hein, qui avait été vue bien avant d'ailleurs par le satellite MRO qui est toujours là au-dessus à surveiller ce qui se passe. Il y a un rocher ici qui a été façonné par l'eau et le vent, qui est très étudié par les géologues. Alors vous dites comment est-ce que des géologues étudient à cette distance, enfin, à partir des images. Moi j'ai été surprise aussi, mais apparemment cette image-là, elle a été, il y a eu une mosaïque là aussi de clichés prise par Curiosity à 10 cm de distance sur tout le long du rocher pour regarder que des géologues puissent avoir un œil sur ce qui se passe, en plus des analyses chimiques qui peuvent être faites en prélèvement un morceau et l'analysant dans le labo, quoi. Donc en fait, on se retrouve dans une situation où on a toujours actuellement tous ces objets-là qui ont été lancés dans les années 2000-2010, ils sont opérationnels, MRO continue à faire des clichés extraordinaires. Les petits robots qui sont là, évidemment, ils sont tous arrêtés, hein, les deux petits, le petit Spirit et puis l'Opportunity. Le Mars Science Lab, le Curiosity, il fonctionne toujours. Alors, il a pris un coup de vieux, quoi. Enfin, je ne vais pas insulter qui que ce soit, mais on voit bien qu'il est quand même un peu abîmé. Regardez la tronche des roues, là. Ça fait quand même, depuis 2012 qu'il est là-haut, donc ça fait un... Voilà, j'ai agrandi un peu une image des roues. Les spécialistes qui le pilotent à vue tous les jours depuis Toulouse ou Pasadena disent que pour le moment, ils arrivent encore, malgré l'état des roues, à le diriger là où ils veulent qu'il aille, etc., etc. Alors, à ce stade, qu'est-ce qu'on sait? C'est que l'atmosphère de Mars, elle est très ténue, la pression au sol, elle est extrêmement faible, et que donc l'eau liquide est complètement instable. Ça, c'est une évidence. Il ne peut pas y avoir de l'eau aujourd'hui sur Mars sous forme liquide. Pourtant, l'eau liquide, elle a existé. Pour le moment, les gens disent 700 millions d'années après la formation de la planète. Il y avait une activité volcanique, il y avait une atmosphère dense, et il y avait un cycle de l'eau complet, c'est-à-dire nuages, pluie, l'eau qui ruisselle et qui fait de l'érosion, et des lacs avec de la gadoue qui se dépose, etc. Et ça remonte, ça s'évapore et on recommence. Donc le cycle de l'eau, il a existé. Donc tout le monde se pose la question, est-ce que pour autant il y a des traces de vie sur Mars? Ça, c'est une grosse question. Deuxième question, pourquoi l'eau liquide a disparu? Alors, réponse d'un certain nombre de scientifiques, l'eau liquide a disparu parce que l'atmosphère a disparu. Et à partir du moment, voilà. Donc, il n'y a plus d'effet de serre, la température dégringole, la pression aussi, voilà. Donc ça, et la température aussi. Donc, on perd l'atmosphère. Question, pourquoi on a perdu l'atmosphère? Réponse potentielle, il n'y a pas de champ magnétique sur Mars, pas de champ dipolaire en tout cas, comme chez nous, avec le pôle nord, le pôle sud, avec toute la magnétosphère qui nous protège de toutes les agressions extérieures, hein, parce que la Terre a une magnétosphère qui protège de toutes les... Non seulement une atmosphère qui nous protège des rayonnements envoyés par les étoiles, des radiations, mais nous protège aussi du champ magnétique et donc de tous les objets qui pourraient... voilà. Donc il n'y a pas de champ magnétique, et donc ça veut dire qu'on est sensible au vent solaire. Le vent solaire, toutes les particules chargées, etc., que le soleil nous envoie en permanence, qui provoquent d'ailleurs les aurores boréales. Vous avez vu des aurores boréales ici, ces jours-ci? Ouais, il y en a certains qui ont... Bon, donc tout ça c'est joli parce que sur la Terre il nous reste une infime partie de ce que le Soleil nous balance. Sur Mars on se prend tout. Et donc une des explications c'est que il n'y a pas de champ magnétique aujourd'hui et que le vent solaire, qui est quand même un ensemble de particules, etc., qui arrive à entre 400 et 1000 km par seconde, a soufflé l'atmosphère initiale de Mars. Alors ça n'a pas soufflé la nôtre parce qu'on a un champ magnétique qui nous protège. Voilà. Donc, ça veut dire que ça, c'est une hypothèse. Et alors, pourquoi le champ magnétique a disparu? Pourquoi le champ magnétique a disparu? Voilà, Mars, c'est plutôt une petite planète. Elle a peut-être refroidi plus vite
voilà, elle a refroidi très vite. Si le champ magnétique est produit par ce qu'on appelle l'effet dynamo, qui fonctionne sur Terre, hein, on pense que le champ magnétique sur Terre, il est produit par le fait qu'il y a un noyau solide qui baigne dans une partie noyau visqueux liquide, hein, et que le fait de tourner avec la rotation de la planète, ça fait tourner la partie liquide et ça fait un effet dynamo qui fabrique un champ magnétique. Hein. C'est comme ça qu'on pense que le champ magnétique terrestre existe. Donc, si ça a disparu sur Mars, ça veut dire peut-être que le cœur de Mars s'est figé en quelque sorte et qu'il n'y a pas de champ magnétique produit. Alors tout ça c'est super, c'est des hypothèses, mais vous savez, dans le domaine scientifique, on fait des hypothèses, il faut les valider. Donc les gens se sont dit, on va commencer par regarder le vent solaire, est-ce qu'il a toujours un effet sur ce qui reste de l'atmosphère martienne? L'atmosphère, qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qu'il y a dedans, et est-ce que ça continue? Le cœur de la planète, bah, il faut regarder, il faut faire de la sismométrie, il faut envoyer un sismomètre comme quand on a découvert la structure de la Terre. Hein. Le fait de savoir qu'il y a un noyau solide dans le cœur de la Terre, ça date de 1936. Hein. C'est les sismomètres qui ont été inventés à la fin du 19e, qui ont été étudiés et qui ont permis de détecter, enfin d'identifier le noyau. C'est d'ailleurs une chercheuse scandinave qui a eu cette... Bon, c'est 1936 qu'on sait qu'il y a un noyau solide au cœur d'un noyau liquide au cœur de la Terre et que c'est ça qui explique un certain nombre de choses. Donc, bah, faut envoyer un sismomètre sur Mars et puis chercher des traces de vie. Ça, on peut le faire dès maintenant sur des choses qui sont en surface, notamment tous ces endroits où il y a de la poussière qui s'est accumulée pendant des siècles et des millions d'années. Si il y a une trace de vie quelque part, c'est dans un endroit avec des strates de poussière et on pourrait regarder, voilà, trouver peut-être certainement pas de la vie d'aujourd'hui, mais des traces de vie d'avant, que ce soit sous forme végétale ou voilà. Donc il y a tout ça à faire. Et ben allons-y, c'est ce qu'on fait. Donc le but de la suite, je dirais, de l'exploration martienne, c'est d'arriver à comprendre le système martien, l'évolution de la planète, son climat, sa géologie, et de se poser la question si une vie primitive telle qu'on la conçoit sur Terre, hein, est-ce que ça a existé? Donc là, on a fait un satellite qui s'est intéressé au vent solaire, un satellite qui s'est intéressé à... Alors ça, c'était aussi Agence spatiale européenne et Roscosmos, hein, ça a été lancé. Il y a eu, associé à cette mission TGO, il y avait un petit atterrisseur qui s'est crashé. Et il a été remplacé normalement par quelque chose qui devait être lancé dans pas longtemps, malheureusement 2022 avec un lancement par Roscosmos, c'est râpé. La sonde 2022, ça sera une date. Le petit rover Rosalind Franklin n'arrivera pas. Au passage, je mentionne que Rosalind Franklin, qui est morte à 38 ans, vous voyez, c'est la personne qui a découvert la structure hélicoïdale de l'ADN, qui s'est fait voler ses résultats par ses responsables de laboratoire, qui ont eu le prix Nobel et qui ont poussé le culot, elle était décédée, jusqu'à ne même pas citer son nom quand ils ont reçu le prix Nobel. Donc c'est ce qui a lancé un certain nombre de choses, ce qu'on appelle l'effet Matilda, c'est-à-dire toutes ces femmes scientifiques qui ont obtenu des résultats et qui n'ont jamais été reconnues pour les résultats qu'elles ont obtenus. Donc c'est le symbole. Et c'était assez sympa que l'Agence spatiale européenne donne le nom de Rosalind Franklin, qui a travaillé sur l'ADN et donc le cœur finalement de la vie dans les cellules, à un petit robot dont le but est toujours d'aller étudier des traces de vie en direct. Il va finir par être lancé parce qu'actuellement les Américains ont repris les choses que les Russes devaient faire. Et donc, bon, l'Agence spatiale européenne s'y est mise aussi. Normalement, ils doivent relancer. Normalement, c'était 2022, initialement. Maintenant, c'est un peu plus. Mais on va y arriver. Donc, les équipements russes ont été repris par l'Agence spatiale européenne. Le RTG, donc le fournisseur d'électricité du bord, et le lanceur, ça a été repris par la NASA. Donc, la NASA va fournir ce qu'il faut pour que cette mission européano-russe puisse fonctionner. Actuellement, le lancement est prévu en 2028. On verra ce que ça donne. Le troisième point, donc j'avais dit le vent solaire, l'atmosphère.
le cœur de Mars, donc là, le fameux projet InSight pour regarder et faire de la sismométrie, et puis les traces de vie avec la possibilité de... Alors, la trace de vie, c'est donc une génération qui arrive après le petit Curiosity, qui s'appelle Perseverance, qui est actuellement en fonctionnement, et qui va analyser sur place des carottes de roches, de poussière, etc., qu'on va ramener sur Terre. Donc là, c'est pour analyser, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire dans un labo. Curiosity était un super labo de chimie, mais on ne peut pas envoyer un microscope électronique, on ne peut pas faire des tests dans un accélérateur de particules. Enfin, il y a plein de tests qu'on fait pour étudier de la matière en physique, dont on ne peut absolument pas faire des modèles réduits pour aller les envoyer sur Mars. Donc là, l'idée, c'est de ramener des échantillons qui ont été évidemment sélectionnés de la façon la plus précise possible. Donc pour le vent solaire, je vous ai dit, c'était la mission MAVEN, là. Là, voilà, lancement de Cap Canaveral en 2014. Et on a mis en évidence, là, ça c'est l'illustration de ce que je vous disais tout à l'heure, la Terre avec son champ magnétique et sa magnétosphère, qui est protégée du vent solaire, et une planète comme Mars, qui n'a pas de vent solaire, qui se prend le vent solaire, et le vent solaire, il chasse l'atmosphère. Donc on a vérifié, là à bord par exemple, il y avait aussi une manip de l'IRAP, du même laboratoire dont je parlais tout à l'heure à Toulouse, qui était embarqué sur cette mission américaine. Et donc l'idée, c'était d'étudier la composition de l'atmosphère supérieure, qui est exposée au vent solaire, et voir si cette atmosphère s'échappe ou pas. Et donc la conclusion, ça a été que oui, l'atmosphère de Mars, ça évidemment c'est on a confirmé le rôle du vent solaire dans la quasi-disparition de l'atmosphère martienne, et pour le moment, on sait comment l'atmosphère disparaît par les mouvements qui ont été faits, ça c'est la physique des plasmas, mais en tout cas Mars continue à perdre son atmosphère et va continuer à le perdre très longtemps. Donc le 6 millième d'atmosphère, il va passer à 5 millième, à 4 millième et ainsi de suite. En ce qui concerne l'atmosphère elle-même, il y a eu cette mission donc ExoMars qui était commune avec les Russes, ça s'appelle Trace Gas Orbiter, pour voir ce qui reste comme gaz dans la haute atmosphère. Voilà, ça a été lancé de Baïkonour en 2016. Il y a eu des opérations scientifiques qui ont, après, pendant un an autour de l'atmosphère de Mars pour atteindre une orbite basse. Ils ont eu la chance d'assister à un énorme orage. Vous voyez un peu quand il y a un orage avec soulèvement de poussière sur Mars, ça c'était avant et ça c'est pendant l'orage. C'est-à-dire qu'on ne voit absolument plus rien du sol depuis les satellites en orbite. L'atmosphère est complètement saturée de sable, de poussière en fait, qui ont été soulevées. Donc ils l'ont étudié, ils en ont profité. Donc on a très bien étudié, je vous passe le détail de tout ça, c'est juste pour vous montrer que ça existe, pour voir les principaux gaz qu'il y a dans l'atmosphère, et puis les choses qui sont sous forme de traces. Il y a eu des grosses discussions parce que TGO a observé 100 à 500 fois moins de méthane, qui est toujours le problème, la question que tout le monde se pose, ce qui a été observé par Mars Express ou Curiosity. Mais bon, il y a un mystère autour, on continue avec les mystères autour du méthane. Le méthane, il y a des variations journalières qui peuvent aller de 1 à 40, saisonnières, ça dépend aussi de l'horaire dans la journée martienne. Donc la question se pose, est-ce que le méthane, il n'arriverait pas via des météorites, par exemple ? Et donc ça serait local à un moment. Est-ce que ça serait pas lié à l'électricité des nuages avec les énormes orages? Est-ce que il y a même des gens qui, j'ai lu un article ces jours-ci, il y a même des gens qui pensent que c'est normal c'est normal. Ils imaginent, c'est une hypothèse, que le rover, quand il roule sur le sol martien, il fait de la pression sur des endroits où il y a du méthane juste en dessous et que ça libère le méthane plus facilement. Et donc, ils expliquent comme ça qu'on arrive à voir avec le rover plus de méthane qu'avec un satellite ou qu'avec un autre... voilà. Donc, pour vous dire les gens, ils cogitent sur tout ce qui pourrait se passer autour du méthane parce que c'est un point en termes de chimie qui est vraiment important. Et puis, ils étudient on se pose la question sur comment on fabrique du méthane. Ça peut être des microbes, mais ça peut être aussi des réactions complètement géochimiques, avec de l'eau, avec de l'olivine. Voilà, c'est stocké là-dessous, ça sort. Il y a tout. Voilà, sur les gaz, il y a beaucoup de choses qui sont en cours d'analyse aussi, avec les résultats obtenus. La troisième chose, c'est le cœur de Mars. Où est-ce qu'on en est? Donc là, c'est la mission InSight, mission américano-européenne, avec deux manips importantes, deux expériences.
l'instrument allemand qui visait à faire des mesures des propriétés physiques de transmission de la chaleur dans le sol. Donc il devait aller jusqu'à 5 mètres de profondeur, avec quelque chose qui devait enfoncer avec des capteurs. Malheureusement, cette manip-là n'a jamais été faite, ils n'ont jamais réussi à enfoncer la sonde dans le sol martien. Ça m'a fait penser, quand on a une perceuse, un mur en béton avec un caillou qui se met au mauvais moment, et apparemment ils ont un truc qui n'était pas du tout... voilà, c'était compliqué. Donc voilà, c'est CIS, et puis donc il y avait l'instrument allemand, et puis l'instrument français, qui était l'expérience de... Et puis bon, d'autres choses, magnétomètre, baromètre, anémomètre, thermomètre, enfin le truc habituel quand on arrive quelque part pour faire des mesures. Mais l'instrument de base de tout Insight maintenant, l'instrument de référence en quelque sorte, c'est l'instrument de sismomètre, donc qui a été responsable scientifique Philippe Le Nyonnais au laboratoire de l'université Paris Diderot, avec le sismomètre. Voilà. Donc en fait, le sismomètre, c'est cet objet-là qui a été posé en dehors par le bras qui est ici, télécommandé, qui a été posé sur la surface, sur le sol martien. Et vous voyez, il y a ce qu'il faut pour protéger. Et puis, à l'intérieur de ça, il y a les petits sismomètres qui sont des petits bijoux de technologie. Bon, un sismomètre, vous voyez le principe, hein, le sol secoue et puis on enregistre sur un rouleau ici de façon assez simple. Évidemment, ça ne se passe pas sur un rouleau. Mais donc, on a 3 sismomètres qui sont à 120 degrés chacun et qui permettent de capturer n'importe quelle vibration du sol, quelle que soit la direction, et d'enregistrer tout ça. Et donc, quand on a lancé Insight, ici, Mars était ici, et puis le rendez-vous, quand on est arrivé, la Terre avait dépassé Mars, hein, donc on a tout le voyage de Insight qui est ici. C'était lancé en 2018 par une fusée Atlas aux États-Unis, et il y a eu, donc on a fait une croisière pour arriver à se poser, et c'est arrivé le 26 novembre. Donc ça s'est posé ici, toujours un peu dans la même zone où on pose tous les rovers sur Mars, et ça s'est posé dans une zone que certains considèrent comme une ancienne banquise poussiéreuse, donc voilà, et ils ont vraiment balayé, en fait, ça c'est MRO, ils avaient balayé toute une zone, en fait, pour définir la zone d'atterrissage nécessaire pour poser, et en fait l'objet s'est posé ici, dans l'ellipse. Donc c'est là qu'il a commencé sa petite... voilà. Alors il ne s'est pas baladé celui-là, hein, c'est un lander, hein, il est posé et puis il est là où il est. C'est pour ça qu'il y a eu ce problème d'ailleurs avec la roche à transpercer. Il ne pouvait pas se déplacer en disant tiens, il y a peut-être un truc un peu plus mou ici à 3 mètres, c'était pas possible. Donc voilà, donc... Ah oui, ça c'est amusant. J'ai des points d'interrogation. Vous voyez ce petit machin là avec le cadran ? Sous le début de poussière que vous avez ici, c'est un cadran solaire. Parce que comme il n'y a pas de boussole possible sur Mars, quand on pose l'objet, on ne sait pas exactement où est le nord, le sud, etc. et on en a besoin pour voir la position du soleil et comprendre. Et donc c'est un cadran solaire. Donc je trouve assez génial que sur des objets aussi sophistiqués et pointus, on utilise un cadran solaire en absence de boussole pour savoir où est le nord. C'est assez marrant, quoi. Et voilà le petit sismomètre qui est ici. Ils ont ensuite, ils ont d'ailleurs enterré les câbles qui étaient ici, parce qu'il y avait de temps en temps du vent, etc. Et ça me faisait ça donnait des signaux faux là-dedans. Voilà, donc c'est en février 2019 qu'il a été installé. Il faut qu'il fonctionne entre 0 et moins 100 degrés. On a bien caché tout ce qu'il fallait. Et donc l'Insight, bon voilà, il testait même, il mesurait le vent martien, parce que quand il y a des tempêtes, ça secoue et le sismomètre il répond. Donc il fait des enregistrements du vent, de Marsquake, donc des tremblements de Mars, et puis même les mouvements du robot qui trimballe quelque chose. Le robot il fait aussi des craquements et ça provoque aussi des... Voilà.
Donc ils ont enregistré dès avril 2019 un petit séisme de 15 minutes. Voilà, donc c'est un petit séisme. Il n'y a pas de gros séisme en fait hein, sur Mars. Mais bon, ils ont déjà... En tout cas, ce qui était sympa, c'est que assez tôt, ils ont eu un premier événement à se mettre sous la dent, en quelque sorte, pour mesurer, pour voir que l'instrument fonctionnait. Ça a mis en évidence dans l'environnement ce qu'on appelle les Dust Devils, c'est la petite tornade que je vous ai montrée tout à l'heure, qui avait été découverte par Spirit. C'est les tornades. Bon, ça fait il y a l'environnement, il y a la sonde, il y a le stress, etc. Donc ils ont testé tout ça. Sur Terre, il y a 2500 choses qui, chaque jour, hein, des mini séismes évidemment qu'on ne sent pas du tout, dû à la tectonique des plaques, c'est-à-dire le fait que sur la Terre, la croûte terrestre, vous savez qu'au fond des océans, on a des coupures en quelque sorte, on a des zones sur la Terre qui sont relativement séparées, comme on le voit ici, avec des plaques. Et c'est quand les plaques se frottent l'une contre l'autre ou qu'il y en a une qui veut monter sur l'autre, comme ça se passe dans ce coin-là, par exemple en Inde avec l'Himalaya. Là, on a des plaques qui se chevauchent et ça monte. Et puis il y a des endroits comme la faille de San Andreas aux États-Unis, où là, c'est des plaques qui frottent. Donc ça fait des séismes à chaque fois. Voilà, donc ça n'existe pas sur Mars. Donc la question que les gens se posent, c'est d'où viennent les séismes qu'on enregistre? Est-ce que c'est la croûte qui se fracture? Est-ce qu'il y a des glissements de terrain? Est-ce que c'est tout ça dû à la contraction thermique parce que Mars refroidit? Donc en refroidissant, forcément, ça a des impacts sur la croûte martienne. Est-ce que c'est parce qu'il y a du magma encore? À quelle pression? Est-ce que c'est des impacts de météorites qu'on enregistre? Qui sont assez forts. Voilà. Donc tout ça c'est des questions qui se posent. Et donc ils ont eu un certain nombre d'événements assez sympathiques. Voilà, en mai 2019, par exemple, il y a eu un événement de magnitude 3,6, ce qui n'est pas énorme, hein, mais bon, en tout cas, on a identifié d'où ça venait. Il y a eu des répliques derrière, d'ailleurs, après le séisme principal. Donc voilà, il y a eu plusieurs. Il y a eu le 23 mai ici, il y a eu le 23 juillet, il y a eu il y a une réplique après. Donc vous voyez ici le genre de fissure, enfin de genre de faille qu'on trouve à la surface. C'est une image de Mars Express. Voilà, donc on trouve ce genre de choses avec... bon, il y a du séisme sur Mars. Ils sont plus nombreux que prévu, ils sont plutôt faible intensité et ils ne sont pas faciles à caractériser parce qu'en fait la croûte martienne, les collègues se sont aperçus qu'elle réverbère les ondes de façon cacophonique, beaucoup plus cacophonique que sur la Terre. Probablement dû au fait que là, la première couche, elle est complètement concassée. Ça fait des milliards d'années qu'il y a des météorites et des objets, plus des astéroïdes qui tombent dessus. Donc l'état de la couche juste en dessous, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on connaît. Donc voilà, ça disperse un peu les signaux dans tous les sens. Bon, ils ont quand même identifié une discontinuité à 30-40 km de profondeur. Donc là, voilà, il y a de quoi réfléchir et se poser des questions. Ils attendaient toujours des secousses puissantes, parce que plus la secousse est puissante, plus elle donne d'informations, évidemment, sur ce qui se passe. Donc il y a eu le 25 août 2021, un beau séisme de... il est content, lui. de magnitude 4,2, et il s'est avéré, voilà, et le 18 septembre, il y a eu un 4,1. Donc on a vraiment... Et ça, c'est des séismes qui ont même traversé la couche à l'intérieur, qui ont donné des informations sur l'intérieur de Mars. Parce que si on a juste quelque chose comme ça, bon, on voit que ça... Mais ça ne nous donne pas d'informations sur les différentes couches à l'intérieur. Et donc, on a étudié, voilà, il y a eu des... InSight est là, et on a récupéré des choses qui venaient de Valles Marineris, de l'autre côté. En 2021, il y a même eu un choc qui a fait beaucoup parler, parce que c'était en fait consécutif à un impact météoritique, donc il y avait un séisme de magnitude 4, et puis les orbites, les satellites qui sont en orbite, ben, ils ont trouvé d'où ça venait, donc c'était pour Noël, c'était un cadeau, ils ont trouvé l'endroit où il y a eu un astéroïde, un gros objet qui a cogné Mars, et qui a provoqué ce séisme, bon, c'est un séisme quand même, hein, même si c'est pas à l'intérieur, et ça a été identifié à 3500 km. Alors par contre, comme c'était de l'autre côté, donc la sonde était là et le séisme, le météorite, enfin l'astéroïde où l'objet est tombé ici, en fait il y a des ondes qui ont traversé ici, qui ont mis en évidence quelque chose qui est une couche de roche en fusion qu'on n'avait absolument pas identifiée. Ça c'est une nouveauté. Donc c'est une nouveauté,
bien de savoir de quoi il s'agissait, mais en plus, le cadeau de Noël, c'est de découvrir un phénomène nouveau dans le sol martien. Voilà, ça c'est une première. On n'avait pas identifié du tout ce genre de couche. Donc c'est normal, mais le sous-sol de Mars ne ressemble pas autant qu'on le pensait ou qu'on l'espérait à ce qui se passe sur la Terre, en fait, pour plein de raisons. En mai 2022, il y a eu un magnitude 4,7, là, bien costaud. Ils ont appelé le Big One, vous savez, celui qu'on attend à San Francisco et qui va peut-être un jour, voilà, le Big One. Ils ont cherché des cratères pour voir si par hasard avec les orbiteurs, alors tout le monde s'y est mis, hein, on s'est dit un énorme truc comme ça, est-ce que c'est une météorite ou un astéroïde qui est tombé quelque part? Donc la NASA, l'Agence spatiale européenne, les Chinois, les Indiens. Et donc, bon, voilà, donc ils en ont conclu qu'il n'y avait pas de cratère, il n'y avait pas d'objet qui était tombé, et que donc c'est effectivement un relâchement de contrainte de la structure de Mars qui était accumulée, et puis qui d'un seul coup, s'est délité. Donc voilà, donc on a en fait des informations. Maintenant, on a une vague idée, plus que vague. On pense que la croûte martienne fait une cinquantaine de kilomètres, qu'il y a un manteau de silicate qui est en dessous et qui fait 1500 km. Cette fameuse couche en fusion où il y a des silicates et du fer qui fait 150 km d'épaisseur. Et le noyau, a priori, il est liquide. Et il fait 1700 km de diamètre, enfin de rayon, pardon. Ça, c'est quand même très étonnant parce que, enfin, c'est pas étonnant, on connaît même la densité. Qu'est-ce que ça change pour le champ magnétique? Est-ce que le fait que ce noyau soit liquide et pas solide avec l'effet dynamo qu'on connaît sur Terre, quel impact ça a sur la fabrication du champ magnétique? Pourquoi il n'y a pas de champ magnétique aujourd'hui et pourquoi surtout il y en avait un avant? Voilà, donc ça fait partie des mystères, sachant que le champ magnétique martien, vous voyez, ce genre de truc, c'est pas du tout un champ dipolaire, c'est tout un tas de petites boucles de champs magnétiques locales qui sont travaillées et mesurées. Donc il y a des variations quotidiennes que personne ne comprend pour le moment. Il y a des grands pulses à minuit. Voilà. Donc la question se pose des interactions entre le vent solaire et l'atmosphère. On n'a pas complètement on n'a pas abouti vraiment. Il va falloir des études supplémentaires pour comprendre l'intérieur de Mars et pour savoir. Alors l'instrument InSight, vous voyez, son joli petit panneau solaire là au début de mission. Voilà, ils ont enregistré 1300 séismes, 50 ont été localisés avec précision. On a vraiment compris, enfin on a vraiment fait un sondage de l'intérieur de Mars. La mission initiale a été prolongée de fin 2020 puisqu'il avait été lancé en 2018 jusqu'à 2022. Et malheureusement, il y a eu, malgré des tentatives pendant un an dont on a parlé, de souffler, d'envoyer, il y a eu de la poussière qui s'est déposée. Quand il n'y en avait pas beaucoup et qu'elle était accrochée, ils ont essayé de nettoyer. Ils n'ont pas pensé en fait à nettoyer les... Il n'y a pas le petit balai, il n'y a rien du tout, il n'y a pas les outils pour nettoyer le panneau solaire. Alors qu'il y a plein de sable qui se dépose dans Mars, il y a des tempêtes de sable et tout ça. Résultat des courses, au bout de 2 ans, malgré les tentatives plus ou moins réussies, on passe de ça à ça. Et alors votre panneau solaire, il est foutu, quoi. Enfin, il n'est pas... Même si tout est opérationnel, vous n'avez plus d'électricité. Voilà, donc pendant un moment, le chef de projet de InSight au JPL aux États-Unis, ils ont décidé qu'on allait jusqu'au bout, plutôt que chercher à économiser l'énergie, on privilégie notamment l'instrument InSight, et puis on va jusqu'au bout, et il n'y avait plus que InSight qui fonctionnait à la fin. Et le 5 septembre 21, ils ont quand même détecté des ondes acoustiques et sismiques avec 3 météorites. Mais bon, ça a été identifié derrière. Mais en tout cas, ça a été arrêté, la manip a été arrêtée, ça a été arrêté à ce moment-là, quoi. Ça, c'est l'affiche qu'avait faite le CNES. C'est joli, non? Mars, de battre son cœur, s'est-il arrêté? C'est assez sympa, je trouve. Titre du film. Mais donc, avec cette couche de poussière qui est ici, la fin de séisme, ça a été le 21 décembre 2022. Et donc, Sherlock Holmes, comme d'habitude en science, on avait des questions, on a obtenu
quelques réponses et on a beaucoup plus de questions qu'on en avait initialement. Enfin, c'est comme ça que la science avance. Hein. Et donc maintenant, le but du jeu, c'est de faire la quatrième mission. Alors ça, c'est le retour d'échantillons dont je vous parlais tout à l'heure, pour faire des analyses du sol martien ramené sous forme de carottes. Donc, y a un petit rover qui était envoyé. Le rover, il met ça dans une boîte. Il y a un second rover qui va chercher la boîte. On envoie une deuxième, ça c'est 3 missions différentes. Hein. Il y a une mission qui consiste, à envoyer un objet pour ramasser des échantillons. Une mission qui consiste à envoyer tout le petit dispositif qui sera nécessaire pour faire remonter les échantillons en orbite. Et une troisième mission qui consiste à aller récupérer en orbite les échantillons qui ont été prélevés. C'est un peu ambitieux, mais bon, voilà. Donc ça s'appelle Mars 2020, avec le robot Perseverance. Bon, c'est la même chose que Curiosity en amélioré, en stérilisé aussi, parce qu'il ne s'agirait pas en très 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 stérilisé, parce que là, si on cherche des traces de vie, il ne faudrait pas qu'on emmène des traces de vie de Terre et qu'on pollue l'échantillon qu'on va ramasser sur Mars, voyez. Donc, gros travail, amélioré avec le même instrument français ici, d'ailleurs, pour taper sur les rochers. Voilà, avec les répartitions de la collaboration, hein, avec les différents pays qui sont impliqués. Donc il fait le même genre de boulot, mais c'est un laboratoire de chimie moins développé que le précédent. Par contre, ils ont fait bien attention à l'endroit où ils le posaient, parce qu'ils voulaient le poser à un endroit bien précis. Et donc, il ne fallait pas qu'il se rate à l'intérieur d'un cratère. Donc, il est aussi aidé d'un petit hélicoptère, le petit Mars, voilà, celui-là. Donc, le petit Ingenuity. Alors, c'est assez fou, parce qu'il fait quand même, avec l'atmosphère qu'il y a, il faut que ça tourne à 2500 tours minute. L'aile de l'hélico, c'est quand même... Bon, il n'y a pas d'atmosphère, et faire voler un hélico, c'était... Donc, il fait des images, il a fait des images, et puis quand il fait des images des zones, il envoie les images au petit robot Perseverance, qui interroge les scientifiques qui sont à Pasadena et à Toulouse. Est-ce qu'il y a un de ces endroits qui vaut la peine que j'y aille? Voilà. Et donc, voilà, ça c'est... Et le petit Ingenuity a arrêté de fonctionner, là, au mois de janvier 2024, il n'y a pas longtemps. Donc, à quoi il joue, lui? Il a son... Voilà, sur ça, c'est... Il a son appareil pour faire des prélèvements. Vous voyez que c'est... Bon, moi je me dis toujours, je veux bien qu'on envoie des bons hommes là-haut pour faire... Mais enfin, je pense que vu ce qu'on arrive à faire avec les robots, c'est vraiment impressionnant, quoi. Donc lui, il fait son petit prélèvement. Voilà, il va ramener ça dans la... Voilà, tout ça en automatique. Donc il fait ça, bon, il l'a fait des dizaines de fois, le petit robot Persévérance. Hein. Donc il dépose l'échantillon, ça rentre dans le ventre, en quelque sorte, voilà, il y a un petit échantillon. Il va être, fermé, complètement soudé, enfin, de façon à ce que rien ne puisse en sortir. Ils vont mesurer au passage le volume de roches prélevées, faire des premières analyses. Donc mesure du volume, souder le tube de prélèvement, imager, enfin faire des images à chaque fois, et puis stocker le tube dans l'endroit, dans le réservoir qui est à l'intérieur du robot, pour continuer la petite balade. Voilà, c'est rangé, et je continue mon petit boulot, mon petit tour, avec mon petit RTG sur le porte-bagages derrière, pour aller voir s'il y a autre chose d'intéressant. Voilà, et pour le moment, il y a 43 tubes qui sont prêts. Ils en sont à leur 24e, je crois, qu'ils ont rempli. C'est des carottes de 6 cm, vous voyez, donc c'est bon, ça fait 1 cm, 6 cm dans une petite boîte. Donc on va ramener, en fait, tout ce projet-là, c'est pour rapporter une boîte où il y aura 43 petits tubes avec les roches, voilà. Donc le petit robot Persévérance, là il est en laboratoire aux États-Unis avant le lancement, en 2020. Ils ont visé, je vous disais, avec une grande précision, cet endroit-là, le cratère qui s'appelle G0, qui est un cratère qui a été choisi parce qu'il est ancien, 3,6 milliards d'années,
C'était un lac de sédiments. C'était un lieu où il y avait ce qu'on appelle l'hydrothermalisme, donc visiblement des eaux chaudes, etc. Donc voilà, c'est l'image qu'on se fait aujourd'hui du cratère G0 il y a 3,6 milliards d'années. Vous voyez, c'était un lac. Donc on a une étude faite depuis l'orbite de tout ce qui est les différents roches. Donc il y a un sol volcanique ici, et puis il y a des dépôts. Vous voyez que là, on voit clairement on le voit sur l'image ici. On voit bien ici une rivière qui arrive dans un lac avec des alluvions qui sont apportées par la rivière. Hein. Donc tout ça et donc l'idée c'était qu'il atterrisse dans le coin qui est ici. Il a atterri ici, c'est-à-dire que tac, voilà. Il a atterri ici en fait, le petit robot. Hein. Donc ce point-là, c'est ici, avec toutes les analyses de roches qui ont été faites. Et donc il se balade depuis qu'il est arrivé. Il se balade, il fait ses prélèvements ici. Et j'ai regardé, il est quelque part, il est ici en fait. Donc le 14 mai, donc j'ai regardé où il était, il a fait 26 km. Et donc ça fait 26 km et il a fait un certain nombre de prélèvements qui sont dans des tubes qu'il va falloir à un moment ou à un autre aller récupérer. Donc voilà, on fait des prélèvements comme ça, des trous dans les roches avec ces petits tubes et puis voilà. Et donc là ils ont fait un prélèvement qui est assez intéressant. Donc c'est des roches volcaniques qui ont interagi avec de l'eau. Hein, donc si on regarde le panorama, vous vous levez le matin. J'ai mis matin calme à G0. Si vous êtes en camping dans ce coin-là, on n'est pas embêté par... il n'y a pas trop de touristes. Voilà, donc on est dans le cratère G0, chaos rocheux. Et puis de temps en temps, il faut se dire qu'il peut y avoir des vents, hein, parce qu'il y a des orages, des tornades qui arrivent, donc ça peut remuer un peu. Enfin voilà, on voit la trace du robot ici qui arrive et qui fait sa petite balade. Vent de poussière à l'horizon. Et donc le 11 mars 2024, j'ai regardé ce qui s'était passé très récemment. Le 11 mars 2024, vous voyez, il est en train de forer là. C'est évidemment très accéléré, hein, vous voyez la vitesse à laquelle les ombres se déplacent. Il doit prendre beaucoup plus que l'impression qu'on a de son temps pour faire les prélèvements. Il a prélevé son 24e échantillon. Là-dedans, il y en a 21 avec des roches qui ont été creusées comme ici, 2 qui sont du régolithe, c'est-à-dire la poussière qui est en surface, et puis une qui est vide, volontairement conservée avec de l'air, enfin de l'atmosphère martienne dans le tube, hein, pour avoir un échantillon toujours de... Voilà. Donc dans ce coin-là, ils sont très très contents. Ça, j'ai vu l'article, ils sont même euphoriques parce qu'ils ont trouvé une zone qui a été prélevée ici. On voit le rond ici, là, le cercle. C'est du carbonate et de la silice. Et ça, ce qu'ils disent, c'est que c'est pour les études de biosignature, donc savoir s'il y a eu de la vie ou pas, c'est quasiment l'idéal, quoi. Donc, et regardez les climats anciens. Donc là, voilà, c'est la zone. On voit l'ombre de Persévérance. On voit ce point-là qui a été photographié ici. Et puis on voit le trou qui a été fait ici. Et l'échantillon qui est maintenant dans le ventre de Persévérance. Et le responsable scientifique en Californie, il a dit c'est le type de roche que nous espérions trouver. J'ai vu un paragraphe, ils ont dit mais voilà, c'est pour ça qu'on a envoyé Persévérance à cet endroit-là, dans ce cratère, c'est pour trouver ce type de pièces géologiques finalement, de pierres, qui nous permettra de faire une analyse. Voilà. Alors le problème maintenant, c'est que tout ça, il faut le ramener. Donc deuxième mission, remonter en orbite basse autour de Mars les échantillons qui ont été collectés. Normalement, il était prévu qu'à l'été 2026, on envoie le matériel nécessaire, parce que c'est bien que lui, il ait plein de trucs dans le ventre et qu'il en ait même laissé quelque part, mais il faut l'aider il faut faire atterrir cet objet-là, et puis mettre dans le réservoir qui est ici tous les petits échantillons. Si vous voulez y aller, vous pouvez encore dire, parce que c'est pas parti, hein, ça n'a pas décollé. Donc si vous avez donné un coup de main au robot, on ne sait jamais. Donc il faut un rover pour récupérer les carottes qui ont été laissées un peu partout, parce que lui, il a le droit de se reposer ou de tomber en panne, enfin bref. Il y a un mini-lanceur à 2 étages pour remonter le truc en orbite basse autour de Mars. Voilà, donc il y avait cette petite fusée qui doit être faite, c'est la NASA qui s'en occupe. L'ESA devait s'occuper du rover, et puis le bras robotique aussi, très intelligent, hein, qui doit aller chercher dans le ventre de celui-là pour le mettre dans la boîte. C'est l'Agence spatiale européenne qui devait le faire aussi. Vous voyez la boîte ici avec les petits conteneurs, avec les petits échantillons. Voilà. Et le robot, il doit aussi prendre ce petit conteneur avec les échantillons et le mettre en haut de la fusée. La petite fusée qui va décoller pour ramener en orbite.
Alors ça, c'était la mission initiale qui était prévue. Et en juillet 2022, la NASA a changé le programme. Ils étaient tellement contents des réussites de leur petit hélicoptère Ingenuity qu'ils se sont dit que plutôt que d'envoyer un rover qui était fabriqué par l'Europe, on enverrait plutôt 2 ou 3 petits hélicos pour aider Perseverance à retrouver ses échantillons. Voilà, donc il y a eu un changement de programme. On a remplacé le petit rover européen par un petit hélicoptère pour récupérer les fameuses carottes. Lancement prévu en 2028 maintenant. Bon, évidemment, les gens de Airbus Defence and Space qui faisaient le petit rover, ils n'étaient pas ravis, mais enfin bon, c'est comme ça. On aurait pu avoir un petit rover en Europe, ça aurait été sympa, mais bon. Donc maintenant, c'est ça le dispositif. Donc vous en entendrez forcément parler quand ça va arriver, parce que donc on a le petit rover Perseverance qui est là et qui aura des trucs dans son ventre, des choses qu'il a déposées, je vais vous montrer, c'est juste la slide suivante, un peu ailleurs, parce qu'on s'est dit aussi, et si jamais il tombe en panne Perseverance, comment est-ce qu'on fait pour récupérer ce qu'il y a dans son ventre? Donc ils ont décidé, il n'y a pas très longtemps, ils ont décidé depuis le début, il avait des trucs dans son ventre en double, et donc initialement ça devait être déposé, en fait maintenant ils ont déposé à un endroit bien précis tous les échantillons qui doivent, ils sont en double. Donc on a des choses dans le ventre du robot Perseverance et on a les mêmes échantillons qui ont été faits en double, posés quelque part dans un endroit où on sait exactement et où les hélicoptères en question pourront aller chercher. Donc le bras automatique, c'est toujours l'Agence spatiale européenne qui s'en occupe. Donc là, cet objet-là est vachement important, hein, parce que, j'ai dit, c'est les bras, les yeux et le cerveau. Hein. Il faut qu'il regarde, qu'il identifie, qu'il décide s'il le met ou s'il ne le met pas, qu'il ramasse les morceaux qui seront tombés, qu'il les range dans la boîte, qu'il insère tout ça dans la boîte, qu'il ferme le couvercle, hein, et que tout ça soit dans la petite fusée. Bon, c'est assez... Voilà, ce que je disais, c'est le site de dépôt, ça c'est qui s'appelle Three Forks, où ils ont évidemment pris des photos et des mesures dans tous les sens, avec des échantillons qui ont tous leur nom et qui sont exactement à des endroits, voilà, avec des positions extrêmement... Normalement, ils doivent, même recouverts de poussière, on devrait pouvoir les retrouver. Donc c'est prévu, voilà, il y a même une carte ici des cheminements pris par le robot pour aller d'un endroit à l'autre, pour poser les échantillons. Et puis la troisième mission, bah, ça sera de capturer en orbite basse le réservoir d'échantillons. Ça, c'est l'Agence spatiale européenne qui s'en occupe. Donc ça veut dire qu'il faut inventer un vaisseau spatial qui ira tourner autour de Mars en orbite basse, qui doit récupérer la boîte avec les échantillons qui sera en orbite autour. C'est quand même un objet qui fait 50 cm, hein, 40 cm. Donc la petite fusée qui aura décollé ici, elle larguera la boîte avec les échantillons, les 43 échantillons, et il y a un satellite européen, enfin une sonde européenne, enfin une sonde satellite, qui va récupérer la chose avec son filet à papillon, qui va le rentrer, et qui va remettre les gaz pour rentrer sur Terre. Voilà. Et il faut que cet objet soit capable d'échapper à l'attraction de Mars, parce qu'on n'a jamais fait ça. Hein. Mettre un objet autour de Mars, remettre les gaz pour revenir. La Lune, oui, mais la Lune, la gravité est beaucoup plus faible. Donc, voilà, il faut après revenir, bon, évidemment, larguer la capsule au-dessus de la Terre, de façon à ce que ça descende dans un désert. Ça, c'est prévu pour le moment en 2033. Et évidemment, après, les échantillons, on les met dans un laboratoire de type P4, hein, et on attend quelques mois de voir s'il n'y a pas des choses bizarres qui se passent, et avec l'idée qu'on va pouvoir trouver peut-être des traces de vie dans l'un ou l'autre des échantillons qu'on a récoltés. C'est un beau programme, hein. C'est vachement ambitieux. Mais pour le moment, bon, les étapes précédentes ont été menées correctement, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc en 2033, normalement, on devrait entendre parler du retour des échantillons. Mais vous voyez, pour ramener... C'est pour ça que je dis ça pour vous, en plus, si vous voulez y aller, soyez pas trop pressés, quoi, parce que pour ramener quelques centaines de grammes de roches et de sable et de poussière, là, il faut quand même... voilà, ça, on a lancé ça en 2020,
On lance l'atterrisseur qui va permettre l'atterrisseur et le système de retour, voilà, 2028, 2027, 2028, on lance celui qui va récupérer en orbite pour ramener tout ça et balancer tout ça dans le désert. Bon, c'est un beau projet, mais voilà. J'aime bien ce petit dessin aussi. Des traces de vie sur Mars. Allô Houston, vous allez jamais me croire. Là, il y a quelqu'un qui est en train de se... Il y a quelqu'un qui revient du marché. J'aime bien aussi l'humour en question. Voilà, donc on en est là. On en est là de la philo générale de... Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est la démarche. C'est-à-dire, on essaie de comprendre les différentes étapes. Il n'y a pas d'atmosphère, nanana, l'atmosphère se vide. Le champ magnétique, on fait ce qu'il faut pour essayer de comprendre. On envoie voilà, ce qu'il faut pour récupérer des échantillons, pour les analyser avec beaucoup plus de précision encore que ce qu'on peut faire sur place. Donc il y a une vraie logique, je dirais, voilà, un processus. Et je mentionne juste pour finir que les Chinois, évidemment, ça y est, ils ont lancé leur sonde Tianwen et que ça a été un moment assez amusant. Donc ils ont lancé en 2020. Tianwen, ça veut dire question au ciel. Hein. Donc ils lancent du premier coup, c'est leur première mission interplanétaire, ils lancent un orbiteur plus un lander, donc un atterrisseur, plus un rover. C'est la première fois qu'ils lancent une sonde interplanétaire. En plus, ils se photographient, selfie, je ne sais plus exactement comment, mais oui, par un microsatellite, ils se sont fait prendre en photo. Donc c'était aussi une première, ça, la petite sonde qui part là-bas. Donc c'est arrivé en 2021, et ils ont envoyé cette image-là au monde entier. Et sur cette image-là, vous voyez quoi? Vous voyez un atterrisseur, et puis le petit rover qui se balade. Et ils posent tous les deux. Qui est-ce qui prend la photo? Eh ben on l'a su. Alors il s'appelle Zhurong, hein, celui-là. C'est le dieu du feu. Hein. Donc voilà, Zhurong, c'est le voilà. Il a 6 instruments scientifiques à bord. C'est la 3e nation qui se pose sur Mars. Enfin nation en disant que d'accord, on a trois objets qui voilà. Et puis en mai 2022, il a commencé une sieste de 6 mois parce qu'il y avait des problèmes, des orages et des tempêtes sur Mars. Donc ils se sont calmés. Et on a eu ensuite cette image qui est fascinante. L'appareil photo, il est là. C'est-à-dire qu'ils ont le petit robot. Il a été posé. Quand je dis que c'est drôle, c'est vraiment drôle, mais ils sont allés poser le petit appareil photo, le petit robot, et puis il est revenu à côté de l'atterrisseur. Il a fait son petit sourire, qu'on voyait très bien sur la photo ici. Il a un très beau sourire. Il fixe l'objectif. Et voilà. Et la photo a été prise et ils ont envoyé cette photo au monde entier pour montrer qu'ils avaient sur place. Voilà. Alors pour le moment, j'ai pas vu par contre beaucoup de... Bon, il y a eu quelques trucs, mais pas énormément de choses. On sait qu'ils font des mesures du type de ce qui a déjà été fait. Ils ont photographié leur parachute, voilà, qui était pas loin de l'endroit. Et on sait qu'ils ont des images où on voit qu'ils tirent au laser eux aussi sur des roches, donc ils doivent faire des choses qui ressemblent et qui sont complémentaires à ce qui est fait. Pour le moment, j'ai pas vu d'article exhaustif là-dessus. Mais vous voyez que c'est pas la conquête, justement, j'ai horreur de ce terme. L'exploration martienne, avec cette Terre qui fait 2 tours pendant que Mars en fait 1, il y a des rendez-vous tous les 2 ans. Hein, donc on avait 2012, on avait lancé le Curiosity. 2014, il y a eu Maven dont je vous ai parlé et un orbiteur indien qui a été lancé. TGO dont je vous ai parlé avec ExoMars, c'était en 2016. InSight, c'était en 2018. Donc tous les 2 ans, il se passe quelque chose dans l'exploration martienne. 2020, il y avait beaucoup de choses qui devaient se passer. Les Américains, les Chinois, les Émirats arabes, SpaceX devait envoyer quelque chose. Bon, ils ont disparu de la circulation. Ça, c'est la mission Rosalind de Franklin, hein, qui a pas pu être lancée en 2022. Donc ça, c'était, voilà, j'ai mis 2020-33, il y avait Taïwan, c'est ça, il y avait Tianwen, le chinois, Alamal, l'orbiteur Émirats arabes unis, et puis la mission Mars 2020 dont j'ai abondamment parlé. Il y avait la mission TGO, la mission Rosalind Franklin qui n'a pas pu être lancée, donc je l'ai mise en bas ici. Elle devait être lancée en 2022.
Mais là, il y a eu un problème puisque les Russes sont sortis de l'affaire et qu'aujourd'hui, elle doit être lancée et poursuivie avec la collaboration entre l'Agence spatiale européenne et la NASA, et ça se passera en 2028. Voilà, donc, vous voyez, tout, bon, puis on recommence le tour, on va avoir à chaque fois, tous les 2 ans, quelque chose qui va se passer. Je vous ai dit tout à l'heure que les Japonais préparent une mission qui doit être lancée, alors, 2026 normalement, mais j'ai mis un point d'interrogation, pour aller récupérer des échantillons sur le satellite Phobos, le plus gros des 2 cailloux qui tournent autour de Mars. Donc ça, c'est une mission MMX, qui doit... Bon, il y a une collaboration française aussi sur ce sujet-là. Et puis, Tianwen, il prévoit d'envoyer plusieurs engins entre 2028 et 2031, probablement pour ramener aussi des échantillons. Mais bon, on n'en sait pas beaucoup plus jusqu'à présent. Mais donc, Mars, on n'a pas fini d'en entendre parler, et pas seulement par Elon Musk qui engage des gens à aller s'installer sur place. Hein. Je pense que je voyais un peu l'étendue de ce qu'il faut réussir à faire. C'est des projets qui sont vraiment fascinants. Donc on entendra parler de Mars dans les années à venir, de la compréhension qu'on essaye d'améliorer du fonctionnement de cette planète. Et puis voilà, quelques petites images que j'aime bien. Avec celle-là, vous avez peut-être vu ça, non? Cet ours, non? C'est un cratère, c'est vraiment drôle, ça a été publié au début de cette année. C'est un cratère qui fait 200, je crois quelque chose comme 200 ou 300 mètres, c'est un petit cratère. Alors là, on voit une colline qui est complètement qui est cassée, 2 petits cratères d'astéroïdes, enfin de météorites qui sont tombés, et puis là, le bord d'un cratère, tout ce qu'il y a de plus classique. Enfin, ce petit ours, je l'aime bien, ça fait un peu l'ourson, pour vous remercier de votre attention, et puis vous dire peut-être à une prochaine fois pour de nouvelles aventures.